Yanis m'impressionne. Je l'ai vu pop de nulle part et en seulement 6 mois, j'ai l'impression de me revoir quand j'ai débuté. Il a fait une formation, une boilerplate, plusieurs SaaS, des dizaines de vidéos, des contenus sur LinkedIn, des contenus sur Twitter. Le mec est un giga chad et je suis trop heureux d'aujourd'hui pouvoir apprendre à le connaître. En podcast, on va voir s'il est aussi à l'aise que dans la vraie vie. Et ça fait très plaisir de t'avoir. Hello Yanis. Hello à toi, je te remercie. On le dit à chaque podcast. J'étais vraiment curieux, moi, de voir ce qu'on allait proposer en contenu et quelles questions tu vas me poser. Donc, je pense que ça va être intéressant. On a Bah déjà alors, discuté hors podcast et c'était très intéressant. Donc, on va voir ce que ça donne sous la vidéo. alors le concept c'est que c'est pas une interview. Ok, ça Ok, marche. donc on n'est pas en mode oh, Yanis, t'es né Ouais. dans quelle ville? On est là pour s'exprimer librement et raconter des conneries. Ouais, ça On est marche. là Ok. pour faire du divertissement. Non, non, il a beaucoup de valeur à apporter, Yanis. Il a une expérience qui est super stylée et il va vous apporter beaucoup de choses. Sur quel sujet on va parler? T'as raison. On va parler en gros de qui tu es en 3 minutes. Ensuite, Ok. LinkedIn, Boilerplate, ton agence, formation, la France et le dev perso qui est un très bon sujet pour Yanis. Alors, ce que je te propose de commencer, c'est juste qui tu es. Donc, exercice très compliqué. Ok. Parce que le but, c'est de faire court. Les gens veulent pas savoir toute ta vie, tu vois. Ouais, ok. Ça marche. Donc, en 3 minutes, c'est ça? 3 minutes. Ok. Donc, Attends. Vas-y. ok, let's go. Donc, moi, Yanis, 23 ans. J'ai commencé le dev il y a 5 ans et je suis vraiment un énorme autodidacte. J'ai tout appris par moi-même. Donc, j'ai touché 10K en freelance à 21 ans pour la première fois parce que j'avais un très bon profil Malte. Puis, j'ai tout arrêté pour faire des vidéos de développement personnel sur TikTok parce que je suis passionné de plein de sujets. Je passe mon temps comme un rat de laboratoire dans ma chambre à étudier plein de choses. Et il y a un an, j'ai commencé la création de contenu parce que j'ai lancé un SaaS où je pensais que j'allais faire des millions d'euros. Ça a totalement floppé comme pas mal de SaaS que j'ai lancé. Par contre, j'ai commencé la création de contenu qui m'a permis de développer pas mal de choses, dont récemment une agence de création de SaaS, dont récemment la formation pour vendre et marketer son SaaS et plein d'autres petits projets que je fais sur le côté. Et je crée notamment du contenu sur YouTube. Je me régale avec 2 chaînes YouTube. Ma chaîne principale où je parle de SaaS, de développement web et de marketing. Ma chaîne secondaire Aider notre génération où je parle beaucoup de développement personnel qui est un sujet qui m'intéresse énormément. Ok, pardon, la caméra a encore arrêté. J'espère que ça va s'arrêter. Ok, et donc qu'est-ce que t'as fait comme étude? Alors en études, je suis parti faire une fac d'économie. J'ai tenu une semaine, puis après j'ai fumé des joints et j'ai totalement arrêté. Ah. Et après il y a eu le confinement et je me suis mis au dev web. Je me suis dit bon, j'ai rien à faire, commencer quelque chose parce que j'avais un ami à moi qui faisait des centaines de milliers d'euros sur Minecraft parce qu'il avait un serveur, il faisait des plugins, il m'a dit lance-toi, je me suis lancé. Et j'ai aussi un bac+2 en développement web et mobile, mais honnêtement qui me sert absolument à rien. J'en ai jamais fait usage. Ok, donc un peu d'études et ensuite freelance. Comment t'as trouvé tes missions freelance? Comment t'es devenu en Ouais. pro Malte? Alors, ce qui est marrant, c'est que vraiment, j'étais en mode, ok, je passerai jamais CDI, j'en ai aucune envie, je n'ai jamais fité avec le système classique de l'école, etc., parce que je suis un peu atypique dû à ma personnalité. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut absolument que je réussisse en freelance. Et donc, j'ai Triard à 100% Malte, qui était pour moi la seule plateforme que je connaissais à l'époque. J'y connaissais rien en marketing, en acquisition client, etc. Pour moi, c'était, ok, all-in sur Malte, il faut que j'ai un bon profil Malte. Je sais que les super malteurs, ils ont des clients, tu vois. Et moi, quand je regardais les profils Malte, les super malteurs, je me suis dit, waouh, ils sont trop forts, ces mecs, ils sont merveilleux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des messages à des gens sur LinkedIn pour leur dire, OK, je vous fais un truc, ce que vous voulez, en dev web pour 1 euro. S'il vous plaît, vraiment, je vous supplie, donnez-moi une mission pour 1 putain d'euro. Et il y a une agence qui a accepté, ils m'ont dit, OK, on te fait, tu nous fais notre portfolio, notre site web pendant 2 semaines pour 1 euro. Donc tout se passe bien, j'y vais pour avoir ma première mission parce que si t'as pas de mission sur Malte, impossible d'avoir des clients. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir une première note 5 étoiles qui allait m'apporter des clients. Je fais ça, je travaille pendant 2 semaines, du matin au soir, je me donne, franchement, comme Rocky Balboa, j'avais la musique dans mes oreilles. Et le jour J, je leur présente le truc. C'était 2 filles, elles partent en vacances. Et elles me font, tu sais, elles sont dans la voiture pour partir en vacances. Ouais, trop bien frérot, on adore. Et puis elles raccrochent. Et je me dis, bon, elle va me laisser ma note 5 étoiles, c'était quand même le deal. Puis un jour plus tard, je regarde la notif Malte. Elle m'avait laissé 4,5 étoiles sur Malte. Et quand sur Malte, alors je sais pas si toi, Non, t'as déjà été sur Malte? non. Non, pas du tout. En gros, quand tu as moins de 5 étoiles, ton profil disparaît de l'algorithme. Tu n'existes plus parce que tout le monde a 5 étoiles. Et du coup, je me suis fait baiser comme ça. Mais j'ai pas abandonné et j'ai répété pas mal de choses. Alors, je sais plus exactement ce que j'ai fait. Puis, j'ai réussi à être super malteur en très très peu de temps.
Et à un moment donné, j'ai cumulé 2 missions. Et donc, j'avais fait un mois record à un peu moins de 12 000 euros. Et quand tu fais ça, tu te dis quoi? Tu dis c'est super? Alors, il y a eu un premier déclic où j'ai fait mon premier contrat à 4 000 euros où je travaillais 25 heures par semaine, ce qui pour moi n'avait aucun sens parce qu'à l'époque, j'étais en alternance et je touchais 700 euros, je crois. Et vraiment, je touche pour la première fois les 4 000 euros, genre c'est signé. Et j'appelle ma mère en mode, je touche 4 000 balles parce que moi, je viens d'une famille, on est pauvre, entre guillemets, on n'est pas vraiment pauvre, hein, on a toujours eu ce qu'il fallait, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Et du coup, 4 000 euros, c'était genre énorme pour moi. Dans ma tête, je me dis, mes parents, ils vont péter un plomb, ils vont croire que je suis Elon Musk. Du coup, je les appelle en criant au téléphone. Et ça se répète quelques mois plus tard quand je Ils touche. réagissent comment tes parents? Bah pareil, ils pètent un plomb, ils sont en mode, mais quoi, mais comment t'as fait pour toucher autant d'argent aussi rapidement? Parce que mes parents ont toujours eu du mal avec l'argent. Ma mère est peintre en bâtiment, mon père il a été cuistot, puis il a été électricien. On n'a jamais eu énormément d'argent et donc il pète un plomb aussi. J'ai acheté une télé à ma mère à ce Noël-là qui a coûté très très cher. J'avais acheté des trucs à mes parents, j'étais trop fier, tu vois. Mais j'ai aussi pété un câble dans ma tête parce que j'ai commencé à acheter des sapes à 300, 400 balles à ce moment-là, alors que aucun intérêt, juste parce que j'avais jamais eu d'argent. Et quand t'as jamais d'argent et qu'on t'en donne d'un coup, je sais pas, il y a un déclic dans ton cerveau et tu pètes un plomb et tu commences à acheter tout et n'importe quoi. Parce que t'avais jamais eu d'argent. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est comme si tu privais quelqu'un de nourriture pendant une semaine sur une île déserte, tu lui dis non, non, tu bouffes pas. Et au bout d'une semaine, tu lui dis tu peux bouffer tout ce que tu veux. Le mec, il est en mode mec, imagine, j'ai plus à manger après, imagine, Oui, tu vois. moi, j'ai pas eu la même chose. J'ai jamais eu. Enfin, mes parents m'ont toujours offert genre d'argent de poche, tu vois. Ça, c'était pas Ok. ton cas? Bah, l'argent de poche, oui et non. Genre, C'est-à-dire pour t'acheter que, des trucs à Leclerc ou bah oui, c'est-à-dire que ils m'ont acheté un ordi, tu vois, pour Non, je dis te l'anniversaire. donner genre 100 balles par mois. Mais je m'en ai toujours. Pourquoi tu me fais chier comme ça? Elle a pas fait ça une seule fois avant. Action de merde. Ça va être la mienne, situation. Et bah oui, sale pute. Tu veux que je te démonte ta grosse mère? Hein? T'arrêtes maintenant. Putain, le charisme, la virilité. Mais moi, quand j'ai eu mes premiers revenus, même quand je gagnais que Ouais. 1000 balles par mois en alternance, j'en dépensais max 500, quoi. J'étais un psychopathe et j'ai toujours été un putain de psychopathe de l'économie, genre. L'argent que je gagne, moi, c'est ce que je dis quand on discutait ensemble. J'ai l'impression que t'as un profil tunnel. J'appelle ça les profils tunnel. L'argent rentre et il sort. Mm. Et moi, j'ai un profil entonnoir. C'est vraiment pour tant d'argent rentré, il y en a que 10, 20% qui vont sortir. J'ai toujours faire attention à avoir vraiment une sorte de plaque où tout l'argent reste chez moi, quoi. Et je sais pas si t'en as déjà parlé, mais comment toi, justement, t'as eu ce switch où t'es passé, donc t'étais en alternance, tu gagnais 1000 balles par mois, et qu'est-ce qui a fait que t'as commencé à créer du contenu comme ça d'un coup Je t'en ai parlé, non? Non, jamais. Non, j'ai rencontré à cause du Covid, hein, Ça, tu tous m'as dit, mes ouais. potes qui ont été commencé à aller en boîte, etc. Et du coup, je me suis dit, what the fuck, je me fais chier comme un rat mort, je Oui, fumais ok. des joints Mm. comme un malade mental. Et j'ai rencontré un pote qui m'a dit, frérot, l'énergie, Oui, tu l'univers, m'en as déjà parlé. ouais, c'est moi, les gens peuvent savoir, mais je sais pas si t'en as déjà parlé. Je voulais acheter une imprimante, il m'a rencontré, le mec m'a mindfuck, je l'ai revu une fois, Mm. 2 fois, 3 fois. Il m'a fait rencontrer d'autres gens un petit peu dans cette sphère-là, puis après ton cerveau, il se casse en deux. T'es en full télétravail, donc tu commences à moins bosser pour ton entreprise, à plus Mm. bosser pour toi, Mm. à avoir ton temps. Donc, il m'a motivé, et in fine, c'est là où je me suis lancé et tout grâce au Covid. Comme beaucoup de gens, hein, franchement, j'ai rencontré des centaines de personnes expats et tout. Et vraiment, la théorie principale, c'est genre, oh, il y avait le Covid, je me faisais chier, Mm. j'ai dû commencer à bosser, blablabla, bla, bla, bla. Ça, c'est pas le Covid, un petit peu. Si, bah c'est aussi le Covid, hein, totalement. On est vraiment une génération Covid, hein. Le Covid a sauvé notre génération. Peut-être que dans ta chaîne YouTube Sauver notre génération, tu devrais trouver un moyen d'ajouter un nouveau Covid. Pour encore plus aider notre génération. Mais oui. Ouais, bah après ça crée pas mal de soucis. Je pense qu'on a eu, on est de ceux en fait qui, pour qui ça a joué un effet positif. Et c'est normal parce qu'on est dans un monde où on va croiser plutôt des gens qui ont réussi, plutôt des histoires positives. Mais il y a sans doute aussi, tu vois, si on est dans un autre cercle social, des gens qui ont eu moins de chance et pour qui ça a joué, ça a fait l'effet contraire. Je connais pas mal de gens autour de moi pour qui c'est le cas. Mais c'est vrai que moi, c'est le truc qui m'a fait me mettre à la muscu, qui m'a fait me mettre au développement personnel, qui m'a fait arrêter mes différentes addictions, pornographie, drogue, etc. Et qui m'a fait devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Alors, quand je dis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est pas en mode je suis trop stylé, je suis trop fort, mais T'as fini le jeu. plutôt en mode bah je suis mieux qu'avant, quoi. Amélioration de 20% chaque jour, blablabla. Ouais, de fou, hein, mais de fou parce que moi, c'est aussi ce qui m'a fait arrêter de voir mes potes qui fumaient beaucoup de joints. Et pourquoi tu fumes des joints 99% du temps? C'est si t'as des potes. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ton acceptation. Et quand t'arrêtes de fumer et que tu vas voir ses potes, bon, c'est pas méchant, j'ai déjà dit, mais c'est super ennuyeux. Oui. Genre, t'as l'impression que les mecs, ils me rendaient fou, hein.
il racontait toujours les mêmes histoires. En fait, je me suis rendu compte après, tu vois, c'était vraiment genre, putain, t'as raconté ça hier? Ouais, c'est vrai. Ah oui. Mais je connais déjà tout. Et je finissais ces phrases. Mais il continuait parce que, putain, ça c'est un truc que j'aime pas, c'est les gens qui veulent parler pour parler. Genre, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de fin. C'est genre juste, je parle, je sais ce que tu vas dire. Ouais, mais écoute quand même une deuxième fois, c'est pas grave. Mais mec, ça c'est un truc. Alors, on va reprendre le running gag, c'est un truc vraiment autistique parce que les autistes, ils détestent le small talk. Ils n'aiment pas parler pour parler, alors que les gens normaux, entre guillemets, les gens normaux, en tout cas ceux qui rentrent dans la norme, hein, normaux, normes, bien, ils aiment justement, ils ont besoin de parler, pas pour ce qu'on dit, mais pour le fait de nouer du lien, juste pour parler. Et les autistes, ils ont pas ce besoin-là. Ils s'en battent les couilles de parler, en fait. Ils pourraient rester une semaine tout seuls, ils s'en foutent. Par contre, quand ils parlent, ils vont aller beaucoup plus rapidement dans les choses profondes, dans les choses intéressantes naturellement. Ça, c'est vrai. Ah oui, 100%. Ah ouais, c'est vraiment ce truc. Et avec ma famille, du coup, c'est l'opposé. Et ma famille me dit, mais pourquoi on parle pas de la pluie? Et vraiment, ils sont conscients du fait qu'ils aiment parler pour rien Oui. dire. C'est genre, c'est pas, parce que si tu dis ça à quelqu'un, ouais, t'aimes bien, il va le prendre mal. Ouais. Mais il y a des gens, ils sont en mode, ouais, je sais, ça sert à rien. Et comme quand t'es en entreprise, alors ça, c'est pas pareil pour rien dire, mais c'est parler sur les autres. Ça, c'était le deuxième truc qui me rendait Oui. fou. C'était des gens, tous les jours, ils vont se plaindre de la même personne. T'as dit la même chose hier, avant-hier, avant-avant-hier. Mm. Te plaindre de cette même personne dans son dos à chaque pause café quand il est pas là. Bah, le commérage, ça rejoint vachement ça. C'est le besoin de nouer du lien, de créer des ennemis communs pour renforcer le lien avec la personne à côté de soi. Attention, parce que le small talk, on en a besoin. En fait, quand tu parles pour la première fois avec quelqu'un, tu peux pas directement lui dire, bon, bah, c'est quoi le problème avec tes parents, ou rentrer dans des discussions hyper, tu vois, profondes d'un coup. Tu peux y arriver assez vite. Tu peux, mais t'as besoin quand même de ce small talk dans un premier temps. Tu vois, il n'est pas à supprimer totalement. Typiquement, moi, je l'aime pas, mais je sais que par exemple, à la muscu, au début, tu peux pas arriver à quelqu'un et lui poser des questions directes. Tu vois, enfin, il faut avoir un minimum de tact. Alors, pourquoi tu vas à la salle de sport? Quel est le besoin profond derrière le lever de fonte? En fait, tu vas y arriver avec certaines personnes parce que tu vas poser de plus en petit à petit des questions où tu vas récupérer de la data qui vont te permettre d'analyser que tu peux aller plus en profondeur. Si tu as une intelligence sociale, tu vas pouvoir comprendre que tu peux aller plus en profondeur. Il y en a d'autres avec qui tu sens que ça va pas le faire et tu continues de faire du small talk. Et moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de me dire, bon, je suis un peu sur le spectre autistique. En fait, de base, je me forçais de fou à faire du small talk. Genre, j'étais en mode, ok, bah, tout le monde le fait, il faut que je me force aussi, c'est bien, etc. Et quand j'ai compris qu'en fait, c'est juste que moi, j'aimais pas tant que ça, enfin, j'aimais pas beaucoup ça, que les autres adoraient ça, je me suis dit, en fait, on s'en bat les couilles, je suis pas obligé, genre, pourquoi je me forcerais, je suis comme ça et c'est très bien. Et du coup, je me force beaucoup moins à faire du small talk. Quand j'ai pas envie de parler, je parle pas, et puis voilà, c'est comme ça. Comme au repas du midi, là. Alors là, c'est parce que je suis fatigué, c'est un peu différent. Je suis fatigué, du coup, je suis dans le moment présent. Quand t'es fatigué, t'as tendance à être plus dans le moment présent, en tout cas, c'est le cas pour moi. Comme moi hier, quand on jouait au jeu, où j'étais en mode, bon, Toi, c'est parce que ça te faisait chier, je pense. Je sais pas, alors, je sais pas, à toi de me dire, est-ce que t'avais des pensées qui venaient dans ta tête en mode, putain, ça me fait chier quand même, ou vrai, t'étais quand même dans le moment présent? j'étais fatigué aussi, et en plus, j'aime. Après, tu vois, c'est contre-intuitif parce que je peux aimer jouer, mais en fait, ça dépend le mood. Et encore une fois, tout est une histoire d'intention. Or, si ton intention est pas alignée avec ce que tu fais en ce moment, eh ben, t'es mal, tu vois. Mais si mon intention, c'est de me dire, comme à ma soirée du Nouvel An que j'ai fait, mon intention, c'était de me dire, je veux me faire des potes, je veux être fun, etc. Bah, je m'en bats les couilles. Là, je suis en mode, je veux connaître les gens, nouer du lien et avoir des relations que je vais pouvoir avoir plus tard, tu vois. C'est en mode, je dois bosser ces 2 jours. C'est pour ça que je fais ces podcasts et tout. C'est me dire, je vais booker les gens, on va avoir du lien, les gens que j'ai envie, bon, sans vouloir être méchant avec personne. Tchac, 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 je connais mieux les gens et c'est mon intention. Jouer aux jeux de société et à réfléchir aux trucs comme un putain de fou furieux avec des jeux aussi complexes. Alors pour moi, c'est complexe. Ça me fatigue, quoi. Toi, en fait, c'était plus, il y a pas de jugement de valeur, hein, c'est vraiment, j'essaie de comprendre, c'était plus nouer du lien en disant, ok, je noue du lien avec cette personne, donc j'améliore la relation que j'ai avec elle, donc, in fine, ça va m'aider dans le business et dans mes objectifs, plutôt que je viens pour m'amuser. C'était plutôt ça, tes objectifs, en arrivant ici. Ma théorie que j'ai, c'est que moi, je suis nomade. Donc, je suis jamais au même endroit. Enfin, je change assez souvent d'endroit, même si là, je vais rester 5 mois à Bali. Je change plutôt d'endroit. Les gens, même si moi, je reste à Bali, les gens partent. C'est-à-dire, tu vas te faire ton pote. La semaine prochaine, tu lui envoies un message. Il dit, ah bah non, je viens de prendre un avion pour Tokyo. Bah, tu lui dis merde. Et je me suis rendu compte qu'avec cet écosystème-là, c'est intéressant de se faire des potes que tu peux avoir. Et le mieux pour se faire des potes, c'est de les voir en vrai. Et donc, c'est très intéressant de vivre avec des gens pendant un petit moment, que ce soit 1, 2, 3 nuits, parce que tu vas vivre avec eux tout le temps et tu auras un lien beaucoup plus fort
que quand je viens voir un pote à Bali pendant une nuit et que je vais faire un resto avec, tu vois. Enfin, je viens faire un resto avec un gars, une fois, deux fois, trois fois, le lien, il va être au niveau 3 sur 10, tu vois. Par contre, je prends ce même pote et je lui dis, viens, on va faire une semaine à, je sais pas, non, on va faire 2 jours, 2 nuits, je sais pas où, c'est ce que j'ai fait avec un pote qui s'appelle Nico. Ouais. Et cette expérience-là a fait que maintenant, chaque fois que j'y retourne, on s'envoie des messages, on skip updated, etc. On va avoir un lien. La même chose avec toi, j'en suis convaincu. Maintenant, qu'on s'est vu, qu'on a pu comprendre et aligner nos trucs, il y a beaucoup plus de chances que je sois beaucoup plus ouvert à tes messages, que je comprenne mieux ce qui se passe dans ta tête. Parce que pour l'instant, les mecs, snobby, quoi. Tu me snobais de fou. C'était pas blague, c'était pas blague. Non, c'était pas blague. Non, mais c'est juste que quand t'as juste eu un appel, t'as pas un lien émotionnel qui va rester très longtemps. Je me permets. Pour ceux qui veulent networker et faire ça de manière professionnelle, il y a 3 niveaux dans le networking. T'as le niveau 1. C'est que personne voit. C'est juste pour toi, tu dessines des petits persos et tout. Ah ouais, c'est parce que ça me permet d'être plus concentré quand tu... Il y a le niveau 1, il y a le message. C'est-à-dire que tu parles, bon, je fais n'importe quoi. Tu parles par message avec la personne. C'est le niveau 1 de la relation. Sauf que quand tu parles par message, la personne en face peut parler avec 100 personnes par message. Donc tu crées une relation de niveau 1. Le niveau 2, c'est un appel. Appel en visio ou appel, juste appel. Ça te permet de créer une relation. Resto, quoi. Alors ça sera le niveau 3, tu verras. Ça te permet de créer une relation plus forte. Là, je parle par exemple pour ceux qui veulent faire du networking sur LinkedIn, sur X, etc. Ça peut être une stratégie d'essayer de nouer du lien avec des personnes par intérêt, parce qu'au début, le business, c'est quand même plutôt par intérêt. Même quand tu essaies de nouer une relation avec la personne en disant, OK, on va faire en sorte de bien s'aimer, c'est aussi de base quand même dans le business par intérêt. Et le niveau 3, c'est, bon, je l'ai fait en dessous, je m'en fous, c'est en vrai. En vrai, c'est vraiment là que ça permet de nouer des relations beaucoup, beaucoup plus fortes parce que tu passes devant tout le monde. C'est-à-dire qu'au lieu d'être parmi les 100 personnes qu'il a appelées dans la semaine, t'es dans les 10 personnes qu'il a vues dans la vraie vie. Et après, évidemment, il y a le niveau 4 où il y a un feeling, quoi. Il y a des trucs où tu t'entends bien. Donc, si tu veux networker, ça, tu peux faire soit du volume, c'est-à-dire faire le choix d'envoyer 100 messages par jour. Donc là, je parle vraiment dans un but de business. Hein. C'est-à-dire, si vous voulez trouver une mission en freelance ou autre, tu peux envoyer 100 messages par jour, ou tu peux décider de faire ce qu'on appelle du scaling vertical ou horizontal. Donc le volume, c'est horizontal, et tu as le scaling vertical qui est essayer de créer peu de relations, mais de haute qualité avec des gens de haute qualité. Si tu t'entends bien avec 10 personnes qui ont chacune 50 000 abonnés et qui ont un très bon mindset, ce sera peut-être mieux ou équivalent, ça va débattre, que 100 personnes ou 1000 personnes par message, à peu près du même level. Parce que elles vont t'apporter beaucoup plus d'opportunités. Et donc, moi, je dirais le niveau 4, c'est vivre avec eux. Quand tu passes une semaine, par exemple, pour moi, mais c'est dur d'avoir des meilleurs potes, tu vois, en tant que personne comme moi, tu vois, je suis pas là dans le même endroit. Comment ça, en tant que personne comme ça? Qui bouge. Ah, ok, j'ai cru que t'étais en mode... non, parce que tu bouges. Okay. Comment tu gardes une relation pour être très pote avec quelqu'un? Tu dois le voir, tu dois maintenir cette relation. Si je t'envoie pas de message pendant 6 mois, 1 an, je vais pas te considérer comme mon meilleur pote avec des guillemets. Tu veux fermer ça? Ah non, je regardais ma coupe de cheveux. Et quand tu arrives à voir un gars en vrai, t'arrives à créer une relation, guillemets, qui va être assez forte pour tenir peut-être une année sans voir la personne. Genre quand tu vis, moi j'ai vécu avec un de mes très bons potes maintenant, c'est Michael, là, le fameux avec qui je fais une formation freelance. Enfin lui il fait des formations freelance et moi je vais les lancer sur mon audience. Et en faisant ça, je l'ai vu pendant 10 jours, tous les putains de jours de la semaine. On a fait des trucs ensemble, etc. Et maintenant on s'écrit sur WhatsApp, on est là, on va se revoir. On a créé une relation forte. Et la même chose avec Nico, le fait d'avoir fait ces 2 jours de trip, ça a créé une relation plus forte où on s'envoie des messages. Et la même chose avec toi plus tard, j'imagine, vu comment on a une sorte d'alignement de la vision de la vie. Il y a des chances que je sois beaucoup plus ouvert à t'envoyer des messages, à réfléchir à des trucs, etc. Et t'as dit quelque chose de très intéressant. Il y a aussi une notion, effectivement, de vivre des expériences fortes, parce que ça va générer des émotions fortes. Et moi, je l'ai beaucoup avec des gens aussi avec qui j'ai vécu des expériences très négatives. C'est dans les deux sens. Soit tu as vécu des choses très dures avec une personne, du coup, ça va renforcer votre lien. Soit vous avez vécu des choses très positives ensemble, des expériences mémorables qui vont aussi renforcer votre lien. J'aurais tendance à dire que si tu rencontres quelqu'un pendant une journée et que tu vis des émotions et des expériences extrêmement fortes, ça va être mieux que si tu rencontres quelqu'un pendant une semaine et que vous faites rien. Ouais, c'est sûr. Ouais. En fait, c'est la puissance des émotions qui va créer du lien, quoi. Je suis d'accord. Et puis le fait de faire du mouvement va créer plus de mémorise et pouvoir dire, tu te rappelles quand on a fait ça, tu te rappelles quand on est allé à la plongée, c'est ce que j'ai fait avec Nico, et tu vois, ça va directement te remettre dans l'instant. Puis ça crée un lien aussi, c'est-à-dire expérience positive. J'étais avec Melvin, donc Melvin égale émotion et expérience positive. Ouais, mais voilà, exactement. Donc moi, vu que je bouge beaucoup, je galère à avoir des vrais potes. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai une vie où je suis très souvent tout seul ou juste... Ce que j'aime bien, c'est d'être avec une fille, tu vois, où t'es juste là, où t'es chill, c'est pas dur.
et des moments où tu vis tout le temps avec des gens, tu vois. En mode, pendant une semaine, là, en février, pendant 10 jours, je vais vivre avec des gens à Dubaï, dans une coloc, tous les jours, on va se marcher dessus. Bam! Après, on passe à autre chose, je retourne en mode ermite, tu vois. Donc, on a un équilibre de extra-social, et comme ça, après, tu peux les revoir, etc. Et t'as une sorte d'équilibre comme ça. Et toi, tu dirais que ça te ressource d'aller voir les gens? Ou Ouais, est-ce non, que c'est justement. l'inverse, c'est quand tu vas être seul que ça te ressource? C'est pour ça que pour moi, là, ça commence à devenir très dur toute cette période-là, même si ça se voit pas. Et c'est pour ça que je suis très fatigué. Hier soir, j'étais déjà Tu veux en parler, mec? à plus en pouvoir, mais ça fait 15 jours que je vis minimum avec 6 autres personnes. Tous Ok. les jours. Ah, t'as hâte de revoir. Non, j'ai hâte d'être dans un lieu stable où tu peux bosser, où tu peux ouvrir ton ordi sans personne qui vient te parler, où t'as pas des trucs t'as plein d'inputs, quoi. Ouais, bien sûr. Non, T'es je suis tout le d'accord. temps là, Ouais. ultra stimulé. Hyper épuisant. Ouais. J'ai vécu le pire, c'est à Nouvel An, on était 35 dans un truc. Donc là, on est presque à l'école, tu vois. Enfin, on arrive dans un machin. Mais j'aime bien cette énergie parce que tu vois quelqu'un en vrai, là, tu vis un truc comme. Ouais, je suis un peu comme toi. Moi, là, pareil, je suis trop content d'être là. Je sais que je vais revenir chez moi, mec. Je vais être content, quoi. Je vais être ressourcé et je vais dire, ah, je suis content d'être seul, je vais pouvoir bosser, let's go, on grind, quoi. Non, c'est méga stylé. Ça a été un peu l'équilibre parce qu'à l'époque, j'ai eu une énorme FOMO de me dire, en fait, je veux vivre avec plein de gens. En fait, j'étais tout le temps tout seul pendant un an et du coup, d'un seul coup, je me suis dit, en fait, mon rêve, t'as toujours ce que tu veux pas. Donc, je suis tout seul. Donc, mon rêve, c'est d'être avec 10 entrepreneurs H24. Mais en fait, c'est dur. T'es là, t'as des gens, t'as un équilibre. Alors, ça pourrait marcher si t'es vraiment dans une villa incroyable où t'as ta salle de bain, un bureau, une chambre, etc. et que t'es presque des mini, genre tu vis dans le même immeuble, mais t'as pas besoin de te croiser si tu veux manger, tu vois, faut que tu puisses manger tout seul. Si tu dois aller dans une cuisine partagée et croiser 25 personnes pour aller bouffer, c'est niqué, c'est déjà trop énergivore. Ouais. Non, même moi, ça, je pourrais pas. Parce que, non, je pourrais pas. T'es obligé d'aller voir la personne de temps en temps, etc. Non, si t'es genre 10, Ok. Ouais. ouais, tu fais des petits trucs, tu vois, mais t'as pas de stress. Chacun a son appart, chacun a sa cuisine, chacun fait sa vie. C'est juste que vous êtes tous au même endroit, t'as tous tes potes. C'est un peu comme une ville. C'est juste que vu que moi, j'ai pas ce truc-là, tu vois. Moi, j'ai, sur mes 1000 abonnés, sur les 1000 gens, enfin, tous les gens que je suis sur Insta, c'est que des gens que j'ai rencontrés en vrai, que j'ai pris leur Insta en mode, bah, peut-être on se reverra et ça permet de garder un lien, etc. Tu vois, j'utilise Insta comme ça. Et donc, c'est vachement dur d'avoir des relations quand t'as une vie comme moi, tu vois. Même avec les. Ouais, mais je pense que mine de rien, tu t'en sors pas mal parce qu'il y a beaucoup de gars, d'entrepreneurs qui nous regardent où c'est pareil, c'est dur pour eux, mais juste parce qu'ils sont seuls et qu'ils ont genre personne. Quand on est entrepreneur, il y a un peu cette période au début où tu peux pas être avec tes anciens potes parce que t'es désaligné avec leurs valeurs et leurs soirées te font chier. Donc tu traînes plus avec tes anciens potes, mais t'as pas encore assez avancé dans le game pour être là où on est aujourd'hui et de networker avec de nouvelles personnes qui sont alignées avec tes nouvelles valeurs. Du coup, moi, j'ai eu cette période, en tout cas, de 1 an, 2 ans où t'es vraiment seul, en train de grind dans ta chambre comme un autiste. C'est là où t'es le plus seul, vraiment. Toi, t'es encore, là, aujourd'hui, t'as la possibilité. Ouais. Ça, c'est le concept de Cellofat, l'événement que j'avais fait avec lui. Lui, il attire justement, donc lui, il a fait un business autour de ce truc-là. Il a un compte qui attire beaucoup de débutants principalement, donc pas des profils comme moi. Moi, il m'a attiré parce que j'étais vraiment en manque. Et lui, ce qu'il propose, c'est des colocs où t'es environ 8, tu vois. Mais là, justement, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ça. Mais j'avais une FOMO de me dire, moi, je suis toujours tout seul avec ma meuf. Et c'est pas très dur cognitivement parce que voilà, elle s'adapte, t'as pas de stress, tu vois, c'est assez facile. Et t'arrives dans une coloc où il y a 8, quand tu vas bouffer, il faut attendre la cuisine, il faut faire ça. En France et tout, c'était l'enfer. Mais lui, il fait un business là-dessus, quoi. Carrément sur le fait de dire, les gens, toi, t'es le client typique, tu vois, le mec qui est tout seul chez lui, qui se dit qu'il a plus à se faire de potes, bah viens dans cette coloc, rejoins un écosystème. Et il attire beaucoup de débutants. Donc moi aussi, j'étais un ovni parce que les mecs font entre 500 et 1500 euros par mois. Ils débutent, ils sont en train de tester des choses. Et puis toi, t'arrives, t'es en mode, t'as pas la même alignement aussi qui arrive. Ça, c'est le truc. Ok, intéressant. À Bali aussi, il y a beaucoup. C'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt chill, pas dans un truc de. Tu vois, ils sont pas en mode performeur à Bali. Dubaï, il y a beaucoup plus de performeurs qui sont là pour tryhard qu'à Bali, qui vont être là pour maintenir un lifestyle. Je te kiffe, mec. Alors, on va en parler un petit peu de contenu pour en redivaguer plus tard. Donc, tu quittes le freelance parce que 10K par mois, c'était de toute évidence trop ennuyeux. Dit comme ça, c'est marrant, ouais. Et tu te dis, je vais créer un SaaS et tu commences à développer une putain d'addiction au SaaS.
Une addiction, je sais pas. Mais c'est vrai que je lance plusieurs SaaS d'affilée parce que je suis convaincu que je vais générer des millions d'euros, en fait. C'est surtout ça. J'ai l'impression que, ok, ça y est, j'ai compris. Faut pas que je fasse du freelancing. Il faut que je lance mes propres projets et ça va être trop bien. Mais en plus, franchement, c'est tellement plus marrant de lancer ses propres projets. Moi, quand je suis en freelance, ça me génère un stress pas possible parce que le client, oh, il y a un bug en production, blablabla, etc. Donc, ça me génère pas mal de stress, en fait, l'émission pour les clients. C'est moins amusant parce que c'est pas tes propres projets, t'es moins motivé parce que tu sais que c'est pas toi qui vas faire de l'argent. En fait, c'est quelqu'un qui va faire de l'argent avec tes compétences et il va t'en redistribuer une petite partie. Donc, ça a fait que je suis parti tout simplement pour lancer mes propres SaaS en boucle, encore et encore et encore. Et bah, j'ai généré de l'argent sur mes 3 derniers projets et bah, ils se sont tous plantés dans un mur. Mais à force, je commence à comprendre le concept. Et donc là, plus récemment, j'ai lancé un nouveau projet où j'ai réussi là, on est au 34e jour, à 450 euros de MRR. Bon, ce qui est pas grand chose en vrai, hein. Ton but, c'est pas de générer 450 euros de MRR, mais maintenant, je suis capable en fait de générer de l'argent, peu importe le projet. Et ça, c'est un skills hyper important, c'est l'acquisition client. Marketing, ouais. Non. Ah, acquisition client, c'est quand même différent. Donc moi, je résumerai le business à trafic, marketing, product. Donc le but, c'est de générer le maximum de trafic possible sur le meilleur marketing possible, sur le meilleur produit possible. Et le marketing, ça va aussi prendre en compte le copywriting. Je vois beaucoup de copywriting dans la partie marketing. Là où l'acquisition client, c'est beaucoup plus précis sur ce que je veux faire comprendre. C'est vraiment, si tu sais acquérir des clients, peu importe la manière dont tu t'y prends, t'as plus de problème en fait. Que ça soit via de la création de contenu, il y a des pubs, Ah il y a oui. du copywriting. C'est la compétence d'avoir des clients. Ouais, si tu arrives à avoir des clients, en fait, tu peux Mais lancer pour ce que tu avoir veux. ça, faut un bon produit. Ah, en fait, c'est le combo. C'est réussir à avoir du trafic, un bon marketing et un bon produit. Ça, c'est pour avoir des clients. Je pense que l'acquisition client, principalement, moi, ce qui me l'a débloqué, c'est le marketing. Donc, ça va être les publicités, le cold emailing, toutes ces techniques et savoir comment distinguer quelle va être la bonne technique à utiliser et implémenter pour un business. Donc, il y a pas mal de notions, c'est vrai, qu'il faut prendre en compte. Et personnellement, moi, ce qui a vraiment débloqué la chose, comme pas mal de développeurs, je pense qu'ils vont regarder du coup parce que tu as une audience de développeurs, c'est être effectivement le marketing. Parce que le product, tu peux déjà le créer. Hein, tu sais développer, donc bon, a priori, tu peux créer ce que tu veux. Et donc, ce qui va vraiment tout débloquer, c'est le fait de savoir vendre, de savoir acquérir des clients. Le product, c'est souvent mal fait. Il faut réussir à avoir un bon product qui marche, qui soit simple, avec une UX bien. Ça dépend ce que c'est ton produit, mais produit dev, quand même, je me rends compte, créer un bon produit réfléchi pour les étapes au-dessus, avec le lead. Ah, c'est dur, tu vois. Il faut que le mec, il y a tellement de paramètres de fou, quoi. Comment tu onboard le gars, quel bouton il doit faire, quelle est l'action, quelle feature tu fais, quelle feature tu fais pas. En fait, il y a 25 000 paramètres qui définissent si ton produit est bien ou pas. C'est vrai qu'il y a 25 000 paramètres, mais il y a aussi la formation Sassy Rose qui nous aide à avoir toutes ces compétences-là. Non, sans rigoler, en vrai, bah, du coup, c'est ce qu'on a essayé de faire avec donc Sassy Rose, qui est la formation que j'ai sortie, où en fait, on a mis toutes les compétences pour réussir à avoir des clients. Alors, on l'a marketé pour les SaaS, mais en vrai, ça s'applique à n'importe quel business. La preuve en est que moi, j'ai lancé non pas un SaaS, mais une agence productisée. Alors que j'ai voulu faire une série sur ma chaîne YouTube pour montrer qu'on peut lancer un SaaS en 30 jours, bah, pour montrer justement que ma formation est crédible et que je peux l'appliquer. Donc, malheureusement, j'ai pas fait les 500 euros que j'avais promis, mais j'étais à 300 euros au bout de 30 jours. Mais voilà, en fait, cette formation, elle permet justement d'acquérir toutes les compétences nécessaires pour acquérir des clients, qui est, selon moi, ce qui va vraiment game changer n'importe quel business. Ok, donc c'est pas par rapport à la création de produits. Si, c'est vachement lié. Quel livre t'as lu Product Led Growth? J'ai pas lu. Faut vraiment que tu lises ce livre. Ok. Lui, il explique justement, et lui, il m'a vachement cassé la tête par rapport à ça. Ouais. Il y a Sale-led Growth ou Product-led Growth. Sale-led Growth, c'est genre Salesforce, où t'as un call avec un mec qui vient te vendre, t'as 200 employés, ok, on fait un prix, etc. Et du coup, le mec a une démo pour comprendre comment ton produit fonctionne. Product-led Growth, c'est créer un produit tellement bien, tellement simple, que le gars, quand il arrive, il va payer de lui-même. Et donc là, t'as plus besoin de sale, t'as plus besoin de rien. Exemple de truc que tu dis, c'est Typefully. Typefully, t'arrives, tu connectes ton compte, t'as qu'un seul truc à faire, c'est un bouton New Draft, t'as tes drafts à gauche. Bon, maintenant, il y a des tags, etc. Donc, c'est un peu complexifié, mais ils sont même pas visibles de base. À l'époque, t'avais rien. À l'époque, tu pouvais créer un draft, écrire un tweet, schedule, publier, et c'est tout. Et donc, au bout d'un moment, tu veux juste publier 2 tweets et tu dois payer pour publier 2 tweets. C'est du génie. Le produit, il a une prise en main ultra rapide. Et donc, réussir à réfléchir un produit. Donc, si tu veux être un développeur et pas devoir faire des sales, Product Led Growth l'explique très bien, mais il y a plein de choses, plein de paramètres. Genre, quelle est la value, quelle est la metrics value, il dit par exemple, tu vois. Genre, faut trouver
sur quoi tu mets ton pricing. Et un pricing, il dit, bah, la majorité des gens, ils mettent des pricing un petit peu, ouais, allez, nombre d'utilisateurs, on va aussi rajouter collaboration, oui pour ça, non pour ça, et puis tu sais quoi, on va rajouter ça. Et il dit, mais si tu arrives à définir quelle est ta valeur, quel est ce que les gens veulent le plus, et pouvoir définir que plus un utilisateur utilise cette value, plus c'est un utilisateur intéressant de ton ça, c'est genre Product Analytics. C'est quoi la value? C'est le nombre de hits que tu as sur ton site. Parce qu'un mec qui a énormément de hits, il va être prêt à payer plus parce qu'il va expérimenter ton produit plus, il va avoir plus de data, il va avoir plus de choses. Alors, hit, c'est l'utilisation et les clics. Les vues, Ok. l'ouverture de ton site. Donc là, il va dire, bah voilà, si tu as 1 million de trucs, tu vas payer plus cher que si tu en as 250 000. Et donc Ouais. la value est claire. Typefully, eux, ils ont fait le truc à la YOLO, mais ça pourrait être les schedules. Combien de posts sur un hard utilisateur, peut-être qu'il a tendance, il devrait tester. Les hard utilisateurs, peut-être qu'ils en schedule jusqu'à 50, tu vois. Moi, je peux schedule jusqu'à 50 tweets dans mon truc. Genre, c'est schedule 50, genre les 2 semaines de posts préparés. Et du coup, moi, je suis un hard utilisateur. Je serais prêt à payer plus. Et du coup, si tu me bases sur cette valeur, tu te dire, OK, combien tu veux schedule? Moi, ça a été ça pour ça que j'ai payé le truc, juste pour schedule. Mec, tu m'as vendu le livre, je vais le lire. Tu l'as bien expliqué. Mais moi, je dirais, et donc j'ai peut-être fait une vidéo que t'as vu, non, tu regardes pas une vidéo. Putain, l'enflure. J'en ai vu quelques-unes. J'ai fait des vidéos sur les SaaS récemment. J'en ai fait 2. Oui, alors ça m'a fait rire parce que j'ai vu du coup tu crachais sur les sas, mais j'ai pas regardé. Non, alors j'ai fait une vidéo où je crachais pas sur les SaaS, je dis juste c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Il faut faire attention. Mais j'ai pas regardé, du coup j'ai vu Scam et du coup j'étais en mode bon, il va déchiqueter les sas en deux. Non, c'était un peu à la quand tu vois Marc Lou et tout, t'as l'impression que le mec Oui, que c'est il leur te pop un SaaS comme si c'était ultra simple. Mais en fait, en lisant Product Led Growth, je me suis rendu compte et j'ai analysé les SaaS qui marchaient. Je me suis dit, il y a beaucoup plus de réflexion que juste j'ai une idée à la con, je la fais, etc. Genre la réflexion UX, UI, expérience, email. Genre tu peux faire x2 sur ton MRR si tu envoies les bons emails au bon moment. Automatisé. Donc il y a plein de vrais trucs à faire. Et du coup, dans cette vidéo, j'étais en mode, les gars, c'est juste pas simple. Niveau probabilité, si vous voulez faire de l'argent, le SaaS c'est une mauvaise idée, factuellement. Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi dans le sens Genre où le freelance marchait beaucoup mieux avec beaucoup Ah plus oui, mais de tout à fait. Moi, ce que j'explique justement dans ma stratégie personnelle, c'est que ma première source de revenus, en tout cas celle ce qui est censée être ma première source de revenus, c'est la prestat de service. Parce que c'est un revenu sûr. À partir du moment où tu as des clients, tu délivres un truc et c'est tout le temps la même chose. Un SaaS, c'est beaucoup plus compliqué de faire du revenu avec. Et c'est pour ça que, de base, moi, ma stratégie, mon écosystème, donc mon ensemble de plusieurs sources de revenus et de sources d'acquisition de trafic, est basé dans un premier temps sur l'agence parce que je sais que ça va me ramener des revenus. Et après, une fois que j'ai ma source de revenus sûre, je peux m'amuser à créer d'autres produits autour qui ont une plus haute chance de scaler énormément, mais qui ont moins de chances d'apporter de l'argent sur le court terme. Et après, moi, ce que je dis dans la formation SaaSiros, c'est qu'en fait, on n'essaie pas de lancer un SaaS. Dans SaaSiros, c'est contre-intuitif, mais j'apprends pas aux gens à lancer un SaaS. J'apprends aux gens à trouver un problème et à délivrer une solution qui va leur permettre de générer de l'argent. Et moi, typiquement, j'ai suivi à la lettre les idées et les conseils qu'on donne dans SaaSiros et j'ai pas fait un SaaS, j'ai fait une agence productisée. Et là, actuellement, je suis à 450 € par mois. Bravo. Non, mais c'est juste ça que je disais. Et après, j'ai fait une vidéo où je parlais des strates de Product Led Grow. Aussi, j'explique comment faire un SaaS. C'est un super livre. Franchement, Mais ouais, il a l'air intéressant. Ça va être il est très court à lire en plus. Lisez-le, les mecs. Si vous voulez faire des SaaS. Et justement, un autre truc que tu peux faire pour des SaaS et que tu as fait, ton premier SaaS à l'époque où je t'ai découvert avec ça, parce que tu m'as sûrement DM sur Twitter, j'imagine, c'était Best Boilerplate Ever. Donc, non, Ever. Ouais, je me suis fait un petit kiff sur le nom. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui aime pas les noms de domaine. C'était quoi ton kiff, du coup? Qu'est-ce qui t'est arrivé avec ces boilerplates? Quelle était ta réflexion et tout? Ouais. Donc, c'est le moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube, et la première vidéo que j'ai fait, c'était sur les boilerplates. Parce que bon, moi, ça fait depuis que j'ai commencé le dev que j'en utilise, ça existe depuis la nuit des temps, en fait, les boilerplates. Il y en a plein partout, gratuitement, sur Internet, sur toutes les stacks. Non, aucune gratuitement. Comment ça? C'est une blague. Donc oui, il y en a plein, et du coup, moi, j'en ai toujours utilisé pour plein de projets, etc. Et il y a vraiment eu un engouement d'un coup, bam! Marc Lou a lancé son boilerplate et puis tout le monde s'est mis à lancer son boilerplate parce que forcément ça marchait. Et donc je me suis dit je vais faire une première vidéo sur les boilerplates parce que c'est un sujet tendance et bon ma première vidéo a fait 1000 vues donc j'étais très très content. Et du coup ça m'a lancé un peu dans cet engrenage et j'ai réfléchi et du coup je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a plein de boilerplates et pour les classer c'est un peu la galère. Il y avait déjà des plateformes qui existaient pour voir quels étaient les bons boilerplates, les mauvais parce que quand tu veux acheter un produit ce que tu vois, c'est le marketing. T'as pas accès à le produit. C'est-à-dire que tant que t'as pas payé, t'as pas accès à ce que contient le produit. Et du coup, pour vérifier si le produit est bon, il faut l'acheter.
Et beaucoup, en fait, ils vont jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont un mauvais produit, mais ils vont tout miser sur le marketing pour vendre un maximum. Et Comme du coup, qui ça crée... Bon, j'ai pas d'exemple en tête, en vrai. Parce que moi, je me rappelle pourrais tirer sur quelqu'un, mais j'ai une pas d'exemple. vidéo très marrante. Ouais. Tu juges les boilerplates Oui. et il juge ma boilerplate. Oui, c'est Et vrai. t'as réussi à me mettre un code, une qualité du code moins bonne que celle de Marc Lou. Mec, déjà, faut pas être vexé. Mais c'est parce que j'ai pas accès à ton code. Ouais, bah ouais, bah pourquoi comment tu peux juger le code sans avoir accès? Je t'ai mis 4. 4 sur 5. J'avais discuté avec un de tes gars parce que je voulais faire un projet avec lui. Et j'avais vu vite fait ton code en partage. Je me suis dit, bon, allez, on va mettre 4. Au moins, c'est pas 5, c'est pas 3. Et comme Marc Lou, il a eu 5. Non, il avait 4 aussi. Non, non, je crois que ce que t'as fait pire. Non, il Tu avait m'as mis 4. point d'interrogation. Ah oui! Du coup, il n'y a aucune valeur. C'est Et vrai. du coup, c'est 0. Et du coup, Oui, t'as raison. Keepfast 19 et NowTS 14. Non, 15. Bah oui, parce que tu m'as pas foutu de points pour ce putain de code. C'est vrai. Ah, moi, j'ai regardé ta vidéo, je me suis dit, ce mec-là, plus jamais je lui répondrai sur Discord. Il ira bien se faire foutre. C'est vrai. Cette enflure. T'as vraiment dit ça? Non, Tac. mais Je me suis dit, putain, mec. Bah, parce que ouais, moi, je sais pas. j'étais là, j'avais les crocs, comme ça, j'allais, combien il va mettre sur le code. Quoi? Putain, j'avais oublié, mais c'est vrai que tu m'avais mis un commentaire et tout en mode. Ah oui, et oui. J'ai du temps à rien foutre dans ma vie. Bah ouais, je sais pas, j'avais fait le classement, ça m'avait fait marrer. Ok, on va refaire cette vidéo après. Ah oui, c'est vrai. Allez voir la vidéo. Je suis youtubeur, hein, donc je fais des petits CTA à chaque fois. Et oui, donc j'avais fait ce classement dans un premier temps. Donc j'ai fait un article de blog où je... Sur Best Boilerplate Ever, Ever, Ever. Non, mais j'ai fait un article de blog même sur Medium dans un premier temps. Et après, du coup, j'avais créé Best Boilerplates Ever, Ever, Ever. Et j'avais pubé un max. J'ai dit aux gars, inscrivez-vous sur la plateforme. Et du coup, l'idée, comment je gagnais de l'argent avec cette plateforme, c'est de l'affiliation. C'est-à-dire que les gens me donnaient un lien d'affiliation. Et dès qu'il y avait des achats qui étaient faits via la plateforme, je gagnais de l'argent. Mais alors, j'ai pas parlé de la plus-value la plus intéressante de la plateforme, c'est que le classement était fait un peu comme sur Reddit par les gens qui utilisaient les boilerplates directement. Et c'est pas, je sais pas comment dire, mais grosso modo, c'est les gens qui avaient acheté les boilerplates qui votaient, ce qui permettait au meilleur boilerplate, donc au meilleur product, pas au meilleur marketing, mais au meilleur product de l'emporter dans le classement. Et donc, c'est lui qui allait obtenir le plus de ventes. C'est pour ça que j'étais premier. Et t'étais premier d'ailleurs, alors que t'avais pas fait de pub, ou quoi, je crois. Si, j'ai envoyé sur mon Discord à mes Ah, mecs. ok. Bah, j'ai envoyé au client. Je leur ai Ok. dit, allez noter l'histoire. Ok, d'accord. Bon, ouais, t'étais premier, ouais, c'était mérité. C'est quoi, j'ai donné un accès pour Ok, ça va. Non, mais c'était mérité, je vais quand même expliquer pourquoi, parce que toi, il y a une formation. Il y a une formation qui est hyper bien détaillée, etc. Et je pense que t'es quelqu'un en plus qui explique bien, vu que t'as fait pas mal de formations, donc tu dois quand même maîtriser cette compétence plus que pas mal de gens. Et pour moi, c'est le plus important, c'est-à-dire qu'on a plein de boilerplates, et c'est ce que je disais dans la première vidéo YouTube, qui sont gratuits. Si tu viens vendre un boilerplate payant, enfin avec rien de plus que le boilerplate gratuit, il n'y a pas grand intérêt, quoi. C'est un peu un scam. Alors on pourrait débattre là-dessus, mais le vrai intérêt pour moi d'acheter un boilerplate qui est payant, c'est d'avoir un accompagnement, c'est d'avoir quelque chose en plus. Et le tien, il avait justement cette formation, et pour moi, c'était vraiment ça qu'on payait en fait. C'était pas le code en lui-même. Et après, du coup, ce que j'ai changé, moi, je sais toujours pas si c'est une bonne idée, mais maintenant, c'est que je me suis dit, il y a un truc bien chiant à faire, c'est un système d'organisation, de groupe, d'avoir des comptes et que Du B2B, quoi. ouais, d'avoir une Organisation. entité différente, que tout ne soit pas lié au user, quoi. Ce ne soit pas le Ouais. user qui paye sur une organisation. Et du coup, j'ai mis ça par défaut, moi. Ouais, j'ai ça aussi sur le boilerplate que j'ai fait. Parce que je me suis dit, même si tu fais du B2C, bon, t'as qu'à dire qu'un user a une organisation et qu'il peut inviter personne. Ouais. Ça va pas changer grand chose à ta vie. Mais si tu as besoin de changer comme Sunshort, Romain, il avait fait, Ouais. au bout d'un moment, il avait des agences avec des membres, bah, ils partageaient tous le password, etc. Alors que là, tu peux faire un truc beaucoup plus pro. Essentiellement, si tu te rends compte que la valeur, ce qui n'est pas le cas de Sunshort, mais si tu te rends compte qu'il y a beaucoup de SaaS qui font ça maintenant à limiter le nombre d'utilisateurs, ce qui est insupportable et je les déteste pour ça. Mais ça te permettrait potentiellement de te dire, OK, il abuse, ils sont 150 sur le compte, je vais limiter le nombre d'utilisateurs sans avoir besoin de faire du share de password à la con. Et donc, j'ai mis ça par défaut, ce qui rajoute encore plus de valeur. C'est un truc compliqué à faire avec des tokens, avec suppression d'organisation, invitation de membres, etc. Tout qui est déjà fait avec truc clean et les formations qui expliquent comment j'ai fait. Donc, voilà. Ok. Bah ouais, j'ai fait, donc déjà, les gars, achetez nos OTS. Putain, je suis un bon youtubeur, hein. Je mets des CTA partout. Bah, c'est ce que j'ai fait aussi, moi, sur Incomparable Kit, et Boilerplate, Next.js, etc. Et même système, en fait. Dans mon agence, donc, la plupart des demandes, 80% des demandes que j'ai, bah, les gens, ils demandent du B2B, donc un système d'organisation
ou tu peux ajouter des membres et payer un abonnement pour tous ces membres-là. Donc vraiment pour un fonctionnement d'entreprise. Et donc j'ai implémenté le même système. Et à terme, le plus intéressant, ce serait d'avoir un CLI en fait, où tu lances directement le boilerplate et tu choisis en fait entre B2B et B2C. Ce qui permettrait d'avoir le bon setup de base, quoi. Ça, on l'a pas encore fait, mais à terme, ça, je pense que ça peut être vraiment une valeur en plus. Moi, j'ai fait une variable qui permet de modifier et qui disable toutes les pages qui sont liées à l'organisation. Il change une variable et ça vient couper les pages, gérer des redirections. Mais ça crée de la complexité, donc je sais pas si c'est une bonne idée. Je l'ai fait. Parce que le problème, c'est qu'après, derrière, le mec, et ça me fait maintenir plus de choses. C'est-à-dire, quand je modifie un truc, je dois tester avec, vérifier que les redirections marchent et que j'ai pas. Donc, c'était pas forcément une bonne idée, mais c'était une demande. Donc, bref. Ouais, c'est très stylé. Et du coup, ta boilerplate, après que tu décides de faire un comparable kit, pourquoi les gens devraient acheter ta boilerplate? Bah, la vraie plus-value, elle est comme Melvin. La première, c'est de la formation. Parce qu'il y a une formation avec des vidéos qui expliquent le code, etc. Donc, si jamais tu as une stack qui est pas exactement la même, ça te permet de rentrer dans le code plus facilement. La deuxième plus-value que tu as aussi, c'est la communauté. Donc, on est une communauté, je crois, on est une petite, un peu moins de 20 actuellement. Et dans la communauté, on partage les bons tuyaux, on partage aussi les opportunités. Typiquement, moi, je sais que je me suis associé sur mes projets avec un gars qui avait acheté le boilerplate parce que c'était un énorme avantage pour moi. C'est-à-dire que le mec, il connaît déjà le code par cœur, il l'a déjà utilisé. Donc, si on veut lancer un de vos projets pour moi, en tant mon propre SaaS ou pour des clients, il le maîtrise déjà hyper bien. Et pour les 10 premiers, j'avais offert un appel, donc on se connaissait déjà, ça avait matché. Et voilà, donc ça, c'est le deuxième avantage, c'est qu'il y a des opportunités, il y a une communauté où on échange, etc. C'est vraiment cool. Et le troisième avantage que là, t'as pas, c'est la partie design. Parce que moi, en fait, je design souvent les applications pour mes clients. Et c'est un truc qui est assez complexe à faire, etc. Et donc, j'avais vraiment la volonté d'amener une valeur en plus. Et c'est un design complet sur Figma qui te permet en fait de créer une application en design. Alors que tu peux être une chèvre en design. Tu as juste comme en no-code, tu prends tes blocs de design, tu les colles où il faut et tu crées de nouvelles pages. Et tu as des pages par défaut, authentification, etc. C'est toi qui as fait la landing? Landing page, non, c'était un designer qui l'a fait. Enfin, c'est moi qui l'ai. Non, c'est même pas moi qui l'ai codé, c'est quelqu'un d'autre aussi. Ça, c'est un vrai Parce que j'aime de moins. dark pattern des abonnements. Ça, c'est une mise à jour qu'on a fait dans la V2. On a un dark pattern, un doux dark pattern, où grosso modo, quand tu te désabonnes, êtes-vous sûr de vraiment vouloir vous désabonner? Oui. Ok, quelle est la raison de votre désabonnement? Je veux répondre, je veux pas répondre, et là, tu te désabonnes. Ça va. Comment t'as eu des reviews vidéo? Bah, les communautés Discord, j'ai demandé aux gens, est-ce que vous êtes chaud de me faire un avis? Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé. Peu, moi, c'est dur d'avoir des reviews vidéo. C'est toi, avec 20 clients, t'as réussi à en avoir? Bonjour, je m'appelle Damien, je suis ingénieur et professionnel. Lui, sa voix est folle. Quoi? Sa voix est folle. Ça peut marcher. Putain, mais t'en as eu 3. Bah, c'est pas mal, hein. Elle a plus de potentiel, prix actuel. Mais ça, c'est... Ah oui, alors là, j'ai fait aussi un système. Alors, c'est un essai. Moi, j'ai payé en fait un service comme ça qui fonctionnait. Donc, il y a un nouveau système de paiement alors, comment l'expliquer? Grosso modo, c'est par slot. C'est-à-dire que les 5 premiers vont avoir le prix le plus avantageux parce qu'ils vont rejoindre le projet au tout début. Ils font confiance, blablabla. Donc, par exemple, ils vont avoir 200 euros. Les 5 suivants, ils vont avoir 300. Les 5 suivants, ils vont avoir 400. Et l'idée, c'est de créer du FOMO. C'est comme quand on met, attention, l'offre est plus disponible pendant que 24 heures. Vite, vite, vite. Ce que Marc Lou a fait et ce que j'ai copié, quoi. L'idée, en fait, qui sous-tend pourquoi j'ai mis ce système-là et j'ai pas mis le système classique alors qu'il marche bien, parce que j'ai l'impression, et c'était vraiment pour essayer, que les gens commencent à être sophistiqués dans le sens où ils sont désensibilisés des techniques de marketing classiques. Chipfast, c'était novateur, ce qu'il a fait et ce qu'il a hacké dans le marketing. Oui, le truc qui se met automatiquement à jour avec dès qu'il y a 10 utilisateurs en plus, après ça remet à jour le nom. Donc là, ça dit 100% off pour les premiers 6100 customers, 15 left, et le prix n'a jamais changé. Et du coup, quand ça finit, c'est juste que ça augmente de 10. Ouais, c'était fort ça quand c'était sorti. Mais maintenant, c'est un peu du vu, tu vois. Enfin, tu le fais aussi, je crois. Ouais, moi je fais aussi. Et ça marche. Des fois, ça me fait rire. Je reçois des mails de gars qui me disent « Elvin, est-ce que tu n'arrives pas à me bloquer la promotion? Il reste que 3 places sur le site. » Ok, oui. Après, les gens, tu vois, c'est ça, les développeurs, il y en a, ils sont en alternance, ils ont jamais fait de marketing, ils tombent sur ta page, parce qu'en plus, toi, tu t'adresses à un panel de gens beaucoup plus large que moi, une audience beaucoup plus top of the funnel. Donc, tu vas avoir des alternants qui connaissent rien. Tu devrais tester de faire des ads. Hein. Moi, j'ai mon compte Facebook Ads qui a sauté. Mais nowts.app en ads, c'était du $1 investi, $15 reçu. Hein. En retargeting? Non, full random, des images à la con que j'ai volées à Marc. Je prenais les ads, ce que les autres faisaient, je copiais tout, des trucs débiles avec des screenshots de moi en train de travailler, avec écrit en train de développer mon SaaS avec Nowts, lien,
Les mecs scrollaient, cliquaient, Putain. ils achetaient, et là j'ai tourné des ads, j'ai lancé des ads YouTube sur Nowtest parce que ça marchait beaucoup trop bien, j'ai juste plus eu le temps. Et en français ou en anglais? Non, en français. Ok. La page est en française et tout. Et c'était juste achète Nowtest pour machin, et là j'ai fait des blagues et tout dans ma villa, j'ai tourné des ads où j'étais avant. Ah, il faut que je fasse cela ici. Il faut que je retourne la VSL. Je sais pas si t'as vu la VSL de Sassy Rose. Mais Ah non. elle est un peu claquose parce que je suis dans ma chambre avec les lumières un peu pourries et tout. Là, je fais une VSL ici, ça rend quand même mieux. Tu vois, ça fait plus rêver que dans ma chambre Oui. d'ado, quoi. Ah ouais, putain, c'est bien placé à chaque fois. Je trouve tous tes sites. Mais c'est l'artiste qui a fait ton site, ça, qui est très stylé. Mais toi, voilà, ça c'est vraiment, je pense, une autre critique que je peux te faire, c'est Ok. pourquoi tu te fais chier à payer un designer? Je sais pas combien t'as payé Dims, peut-être qu'il t'a fait gratuit. Pourquoi tu payes un gars? C'est-à-dire que moi, j'ai l'argent de payer 100 fois Dims, Ouais. et pourtant, je vais me faire chier à faire ma page à la main. Parce que fuck off. Parce que je suis le principe premier, un peu à la Elon Musk, genre. D'abord, je fais les choses, moi, à la YOLO, je regarde si ça marche. Je vais pas me faire chier à payer un gars XY euros, même s'il coûte 100 balles, pour me faire mon site. J'ai envie d'avoir mon truc, mon idée, tu vois. Et puis en plus, surtout que c'est pas forcément... Alors, même s'il est très joli, comme tu as dit, c'est fait pro. Et j'ai compris ce que tu voulais faire, on a discuté, mais moi, j'aurais pas fait ça. Bah, en fait, c'était aussi les circonstances qui ont voulu ça, parce que Dims, à ce moment-là, il avait une offre en réduction parce qu'il avait du mal à avoir des clients, etc. Et moi, j'appréciais énormément Dims, et du coup, j'avais ce besoin à ce moment-là. Je me suis dit, putain, c'est le fit parfait, je sais qu'il est très très chaud, qu'il va me faire un truc de fou, il me fait un prix intéressant. Ah ouais. Et j'avais envie, vraiment la volonté d'avoir une image high ticket, parce que j'avais passé tellement de temps à recruter les différents formateurs, à faire un produit et tout, à réfléchir à comment faire ça. Ah ouais, il faut dire, ça, Siro, c'est une formation pour créer un SaaS. Ouais, c'est une formation pour acquérir plutôt des clients sur un SaaS, pour lancer un bon produit, mais on t'apprend pas à développer dedans, on t'apprend pas à faire du no-code. C'est Guillaume, vous me connaissez peut-être de Twitter. T'as eu J'ai lancé Guillaume. plusieurs SaaS sur Comment t'as eu Guillaume? Il a acheté ton truc pour de vrai, non? Non, en fait, ce que j'ai fait dans ma stratégie, c'est que avant le lancement, j'ai proposé à certaines personnes de venir tester en bêta le produit pour me faire des retours, avant de le lancer vraiment officiellement pour vraiment améliorer le produit. Et quand ils ont fini tous sa formation, je leur ai demandé, bah les gars, si vous voulez me faire une review, n'hésitez pas, etc. Et il y en a quelques-uns qui m'en ont fait. J'ai Camille aussi, Ça, je faut crois. changer, hein. J'ai Camille qui m'a fait un... Tu devrais jamais avoir tout ton calendrier qui est ouvert comme ça. Ah oui, putain, c'est con ça. Bah oui. Parce que du coup, on a l'impression qu'il y a jamais Bah, en personne qui direct, le t'es veut. un branleur, ouais. Ouais. Tu fais bien d'analyser en direct. Non, c'est vrai. C'est con, parce que même moi, je le sais, mais je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à le faire. Bah ouais, faudrait mettre les 3 prochains jours. Ouais, bah ouais. Camille aussi, il avait le truc gratuit. Ouais, c'est ça, il a été bêta-testeur aussi. Bah, c'est pas mal. Après, c'est des bonnes reviews de ce Guillaume que je connais. Tu l'as vu en vrai? Non, Ah. je l'ai appelé à l'époque quand il m'a dépassé sur Twitter. Oh, oh quand quelqu'un dépasse Melvin. Il a direct un appel de moi sur son... T'arrêtes maintenant, tu désactes ton compte, j'en ai marre. Mais tu l'as redépassé ou pas là depuis? Quoi? Tu l'as redépassé depuis? Non, mais il fait des tweets. Il faisait des tweets. Tous les jours, il faisait « Je viens de découvrir les 10 meilleurs sites pour trouver des icônes. » Et une semaine après, il remettait les mêmes sites encore et encore. Et je sais pas, les gens sont trop débiles. Les gens sont trop débiles sur les réseaux. Plus c'est de la merde, moins il y a de valeur, plus itérité, plus t'as de valeur dans un post, moins t'auras de vues, moins t'auras de likes et tout ça. Ça, c'est vrai en France. Je l'ai beaucoup vu et tu me l'as partagé aussi. Mais par contre, aux US, tu vas voir, il y a des contenus. Enfin, le niveau aux US, ça n'a rien à voir au contenu sur LinkedIn, etc. Je sais pas si t'as déjà essayé. Tu vas y arriver. Allez hop. J'ai déjà regardé, ouais. Là-bas, c'est full value. Les posts, ils sont méga structurés et tout. C'est insane. Tu vas en France, c'est pas le même délire, ça me fait rire. Après, moi, j'aime pas aller sur les réseaux, donc dans tous les cas. Et comment Ouais, t'as c'est- fait du coup? Moi, quand tu m'avais demandé l'association en tant que vrai... en tant... C'est vrai, putain, t'avais refusé, mec. Ouais. Vraiment, il y avait pas beaucoup d'amour. Et c'est juste que... Pas beaucoup d'amour. Pas beaucoup d'amour dans mon action d'avoir refusé. Parce que qu'est-ce que tu leur as donné aux gens? T'as pas donné de part. T'as Non. donné ce qu'on appelle un fixe. Il y a eu soit un fixe, soit de la visibilité. En fait. Justement, et moi, le piège, c'est qu'avec moi, si moi je m'engage dans un truc comme ça, je suis obligé d'en parler parce que ça doit être un succès monumental, tu vois, si je suis dedans. Si moi je dois être dedans, ça doit être incroyable. En l'occurrence, j'imagine, sans avoir mon ego maxing qui arrive, si mon ego maxing est toujours très élevé, c'est en mode, si moi je m'affiche dans ton truc, je suis obligé d'en parler. Et tu vas avoir toute ma crédibilité que je vais t'offrir. C'est un peu l'idée derrière. Et toi, tu voulais pas. Et pour moi, si moi je fais ça, Ouais. ça aurait été destructeur pour toi parce que je t'aurais pris
je t'aurais pris des parts au lancement, tu vois. J'aurais dit, ok, moi je peux te faire un lancement, on fait un truc énorme. Je commence à faire moi je suis un psychopathe, comme je fais avec Freelance. Je me suis associé avec Mickaël avec Freelance. C'est des deals très simples. Quand tu fais des trucs comme ça, pour moi, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre que tu avais autant de gens. Parce que moi, je te prends la moitié. Ah oui. Et derrière, moi, je vais te lancer dans toute ma base email. Ouais. Je vais en parler, je vais faire 6 vidéos YouTube dessus. Je vais faire comprendre à tout le monde que c'est la chose à faire tout de suite et qu'il faut rejoindre ce machin. Donc c'est ce que tu fais avec la stratégie que tu as avec Mickaël, là, par exemple. Voilà, là, j'ai préparé 6 vidéos. Ça balance, j'ai compris le produit, j'ai appris, j'ai découvert quelle était la valeur de l'offre, etc. J'ai tout fait la stratégie. Maintenant, tous les jours, il y a un post LinkedIn qui part là-dessus. Pendant 2 semaines, il faut que le lancement, il fasse 100, 200, 300 personnes qui rejoignent son cours. Combien par personne? 300. L'objectif, c'est de faire un lancement à 100K. Ouais, bon, c'est nul, non? Ouais, c'est... Et c'est pour ça que quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ouais, c'était trop compliqué de juste me dire, je vais faire 2-3 vidéos, foutre ma tête sur son site. Ça, c'est pas dans mes... Non, mais après, je comprends que t'aies refusé. Moi, j'ai tenté, et puis... Non, t'as raison. Mais après, tu vois, tu te serais associé avec moi, t'aurais pas pris tous ces guignols. Oh, il drift, là. Tu drifts. Je rigole. C'est pas des guignols, je connais, il y a Romain qui est ici et Dims qui est ici qui sont très compétents. Mais j'ai compris la volonté derrière ton truc. Mais c'est en mode, si tu veux leverage un influenceur qui va venir avec toi et t'offrir Mickaël dans cette opération, il va gagner des abonnés, il va gagner tout ce que, tu vois. Enfin, moi, c'est ça mon but à terme. C'est intéressant d'avoir fait ça m'aurait intéressé de faire un programme sur les SaaS. Parce que je sais que c'est un pain point des gens et que si la valeur est là, etc., de même participer pour réfléchir à des trucs. Mais j'aurais été en mode, bah voilà, on fait un lancement, on fait tout exploser, il faut que ce soit explosif, le machin. Ah, mais là, on a tout explosé, déjà. Avec moi, je dis, mais là, c'est-à-dire que moi, je veux prendre mon ticket, tu vois, c'est le travail, parce que moi, j'aime bien faire des trucs à fond, donc il faut que je bosse, tu vois. Je veux pas juste, je fais une vidéo de 1 heure où je raconte des trucs vite fait, et comme ça, tu vois, c'était ça la réflexion. Il n'y a pas de... Non, je comprends. J'adore ce gars. Voilà, on est parti en vrai une deuxième fois. Plate, c'était quoi tes objectifs? Avec le boilerplate? Oui. Alors, en fait, c'est intéressant comme question, justement, parce qu'il y avait 2 objectifs. Le premier, c'était de permettre à mon agence de développer des SaaS plus vite. Ça, c'était le premier. C'est-à-dire que si je développe des SaaS et que je les vends au même nombre, au même, pas parler aujourd'hui, mais que je les développe 2 fois plus vite, eh bien, je vais gagner 2 fois plus. C'est des maths. Et le double intérêt, c'est que je commençais à générer du trafic. Quand tu génères du trafic, tu peux en faire quelque chose de ce trafic. Squeezie, il a des millions d'abonnés, même s'il n'a pas de compétences particulières, boum, il en fait de l'argent. Donc là, c'est un peu le même principe. J'avais une audience de développeurs Next.js, ou en tout cas de développeurs. Donc j'allais en plus pouvoir leur proposer. Et ça, c'est un truc que je vous invite à faire. Quand vous créez quelque chose, c'est toujours hyper intéressant d'avoir des doubles, voire triples intérêts dans ce que vous faites. Ça va plus vous motiver et ça va vous apporter plus de choses. Donc là, le boilerplate, j'ai développé à la fois pour mon agence, premier intérêt, et à la fois pour le redistribuer, le revendre, ce qui me permet de générer encore des sous, alors que c'est pas un truc dans lequel je dépense du temps. C'est vraiment délié de mon temps, c'est presque passif entre guillemets, quoi. C'est très intelligent. Ouais, c'est vrai. Mais t'aurais pu faire beaucoup plus avec cette boilerplate. Comment ça? Moi, je me suis dit, putain, il fait sa boilerplate incomparable. Pourquoi il nous passe sur sa formation SaaS? Explose-nous cette boilerplate. Bah en fait, comment tu veux que je fasse? Parce que moi, la stratégie que j'ai actuellement, c'est que je vais augmenter du trafic sur YouTube, je vais améliorer la qualité des vidéos, etc. J'ai pas mal de gros concepts qui vont arriver. Parce que j'ai remarqué que faire beaucoup de vidéos, c'est peut-être pas ça qui m'apportait la meilleure et le plus d'audience. J'ai jamais fait beaucoup de vidéos. Ouais, c'est pas faux. Alors, beaucoup de vidéos pendant 2 semaines, j'en ai fait 3 à 4 par semaine. Et j'ai remarqué qu'en fait, à ce moment-là, quand j'ai testé ça pendant 2 semaines, je voulais le faire plus longtemps, bah, ça a baissé mes vues drastiquement. Donc, je me suis dit, on va faire la stratégie contraire, on va essayer, on va expérimenter de faire moins de vidéos, mais vraiment investir plus sur chaque vidéo, plus de temps et faire vraiment des vidéos de fou. Donc là, par exemple, j'ai une vidéo qui m'a coûté 1000 balles qui va arriver, qui est un big concept. Il me fume. Moi, j'ai jamais payé 1000 balles dans une vidéo. Ouais, bah tu verras, tu me diras ce que t'en penses. J'expérimente, on va Oui, voir. mais j'ai vu, ta vidéo, elle était très bien, celle, j'ai testé 15 développeurs indiens chez Power. Ah, mais c'est pas ça? Non, je dis, mais ça t'a payé, ça t'a coûté un peu d'argent. Oui, ça va, ça va. Mais moi, ce qui m'énerve dans tes vidéos, si je dois... Il y a beaucoup de choses qui t'énervent là aujourd'hui. Alors ça c'est de la merde. Ça tu me refais ça. Bon allez coaching mec. Comme ça, il réécoute. Non, mais c'est juste, pourquoi t'optimises pas l'intro? Bah, elle était au petit là. Non, elle est pas opti, cette vidéo, elle aurait dû faire 10K vues, 20K. Oui, je suis d'accord. Alors T'arrives, tu fais
comme on va faire, tu verras l'intro si on fait la vidéo ensemble et qu'on a le temps. Ouais. Mais t'arrives, les gars, j'ai fait 20 développeurs indiens et vous imaginez même pas ce qu'ils m'ont produit. Blablabla, hook, machin, truc, optimiser les 30 premières secondes. Déjà, je clique là, je vois une miniature de baiser. Je clique là, je vois ça. ouais, c'est vrai. Je clique là, je vois ça. Je me Non, dis, je suis mais d'accord. il me scam, c'est pas possible. C'est quoi ce scam? Non, je suis d'accord. Mais en fait, ma philosophie, quand je me suis lancé sur YouTube, c'est, putain, si j'ai aucun abonné au début et que je dois faire des vidéos qui me prennent énormément de temps, je vais abandonner en 2 secondes, tu vois. Et du coup, au début, je me suis dit, je fais des looms dégueulasses, c'est pas grave. Et je mise tout sur la valeur Maintenant, que je tu vais utilises apporter. OBS, c'est ça? Ouais, OBS, ouais. Il faut que je te passe cette formation. Je te donnerai l'accès de la formation. Ah, carrément. Enfin, je te vendrai l'accès pour Oula. la caméra. Tu me vendras la Il formation? faut pas qu'il. Ah oui, d'accord, ok. Enfin, je te donnerai la page de vente pour que tu l'achètes. D'accord, oui, oui. Oui, ouais. C'est ce que je me Il dis. faut que tu t'investisses dans ton apprentissage. Ok, on va faire ça. Tout le temps être honnête ici. Non, mais après t'es déjà super bien. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Ça fait un peu plus de 6 mois, je crois. Ouais, voilà. Bah, moi, ma stratégie, donc, c'est ma stratégie d'autiste maxing, Ouais. 25, niveau 25. C'est, je fais 2 vidéos par semaine. Même si je suis dans un avion pendant une semaine, je vais tourner des vidéos dans l'avion. C'est pour te dire, Ouais. niveau de psychopathe, c'est, je dois faire 2 vidéos par semaine. Il n'y a pas une putain de semaine depuis 2 ans, sauf à Noël, parce que, le 24, ça tombait jeudi. Et Nouvel An, ça tombait un jeudi aussi. Et du coup, vu que je publie mes vidéos jeudi, je me suis dit, j'ai pas envie de publier des vidéos. Ça va. Ouais, bon, des excuses, mais bref. Ouais, t'as raison. Et c'était la première fois. Première fois. J'avais des vidéos en stock. Hein. Je me suis dit, ok, je le fais Ok. pas. Parce que t'avais grind aussi avant et tu t'es permis à ce moment-là, t'as dit, bon, j'ai assuré. Moi, je me suis dit, ça va pas faire de vues. Je vais niquer la vidéo. Elle est trop d'accord. bien pour la poster un 24 décembre au D'accord, soir. YouTube, il va dire, mais c'est qui ce Pecno? Ouais. Et moi, je voulais le faire en vrai, mais ma monteuse m'a dit non, faudrait pas et tout. J'ai dit ok. Bref, 2 vidéos par semaine, comme un putain de malade mental, et au bout d'un moment, il y a des concepts qui arrivent. Et aussi, ça te fait une limite temporelle, tu vois. Tu peux pas commencer à te dire que tu vas faire une vidéo trop complexe, etc. Alors, moi, du coup, là, ce que j'ai tenté, c'est justement faire ça. Me dire, ok, je vais envoyer 3 vidéos chaque semaine, quoi qu'il arrive. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à envoyer 3 vidéos par semaine, et boum, les vues, elles ont plongé vers le bas. C'était quand ça? Regarde. Hop. Donc là, j'ai commencé à faire ça, c'était à peu près là, je crois. Donc là, bam, 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 3 vidéos par semaine, c'est à peu près ça. Là. Bon, tes vidéos, c'est des podcasts. Hein. Donc c'était... Pourquoi? Regarde, ça nique les vues. Moi, je l'ai De fait. quoi? J'ai posté des podcasts sur ma chaîne principale, ça a Ouais. détruit mes vues. J'ai Ah ouais arrêté. C'est pour ça que j'ai une autre chaîne de podcasts. Mmh. Que je pourrais faire bien plus de vues en postant mes podcasts sur ma chaîne. Mais en fait, le watch time est tellement mauvais que t'envoies plein de signaux négatifs à YouTube. Donc moi, je sais que Romain, non, c'est pas Romain qui fait ça, c'est Johan qui fait ça. Moi, personnellement, ça a pas fonctionné parce que les gens allaient regarder pas assez et ça. Donc, ouais, moi j'ai testé, j'ai voulu me dire, je vais poster mes podcasts sur ma chaîne principale. Résultat, j'ai changé. Maintenant, je poste tout sur une autre chaîne. Ça fait beaucoup moins de vues. C'est un peu moins prestigieux pour inviter des gens parce que ils peuvent pas voir les vues. Moi, je leur dirige tout le monde sur Spotify et Apple Podcast, mais les gens voient pas. Donc, ce serait bien d'avoir une chaîne YouTube avec des vues. Et j'ai un peu la flemme. Ah ouais, c'est vrai que Mathis Cléo aussi a fait ça. Il y en a pas mal qui font ça, en fait, qui mettent leur podcast. Ouais, parce que ta chaîne, quand tu parles, la plateforme numéro 1 de l'apport d'affaires. Bon, alors, t'as écrit SaaS Lab, mais voilà, je regarde cette vidéo 20 minutes, au bout d'un moment, déjà qu'il y a la majorité des gens vont regarder 10 secondes. Ouais. Les gens vont tous quitter. Et donc, c'est pour ça aussi, je pense, si tu as eu ce truc de vue, ça, c'est pas mal, tu vois, 317 vues pour cette petite miniature. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois. Bon, je t'ai pas copié. Hein. Moi, je l'ai copié en américain. Moi, toutes mes miniatures sont copiées. C'est assumé je le vois. plusieurs fois par Mais c'est semaine. bien. Mais sinon, c'est bien. Et c'est pour ça que moi, je te kiffe. En vrai, même si là, t'es en train de te dire, je suis un enculé. J'ai jamais dit ça. Mais moi, j'ai kiffé depuis le début. C'est pour ça que mon intro, t'as vu l'intro que j'ai dit? C'est vrai. Mais pour le coup, ça, je le prends pas au sérieux. Je prends plus au sérieux le fait qu'on s'entend bien et qu'on arrive à discuter qu'une intro en vidéo. Tu vois, le fait qu'il y a un feeling et que je le ressente est beaucoup plus important que tu dis oui, l'invité est trop bien, blablabla. Tu vois. Non, je dis l'intro parce que l'intro, des fois, je raconte juste la vie. Là, je dis, j'aime bien, t'es quelqu'un qui est en mouvement. Et je pense que c'est la qualité qui va te faire réussir. Ouais. C'est que t'es en mouvement de manière ultra agressive. Il n'y a aucun monde où en étant, et c'est ce que Yomi Denzel dit souvent, il y a aucun monde où un gars travaille pendant 20 ans pour toujours faire des trucs et il n'arrive pas. Le seul monde où tu fais ça, c'est si t'es trop con pour voir que tu fais de la merde. Et que si t'es en mouvement, et vu que toi tu changes beaucoup, il y a peu de chances que tu restes dans genre, le mec qui crée un boilerplate
pour WordPress. Il se dit, c'est mon business. Pendant 10 ans, il grind son boilerplate pour WordPress. Personne n'a besoin, personne sait ce que c'est un boilerplate pour WordPress. Donc, le mec a inventé un besoin qui n'existe pas et il va droit dans le mur. Mais non. Moi, je dis à tout le monde, les gars, mettez-vous en putain de mouvement. Et toi, tu fais des vidéos YouTube, tu fais des posts LinkedIn, tu fais des posts Twitter, tu lances des projets, tu lances des pages, tu contactes les gens, tu m'envoies t'as cette faculté à envoyer des messages à quelqu'un comme ça, à contacter, etc. C'est déjà, genre, je suis jaloux de cette compétence. Ça me fait plaisir. Même en vidéo, ça me fait plaisir. T'as réussi. C'est le concept du podcast. Le podcast, c'est pas, t'as vu, c'est bien. Bah mec, c'est cool en vrai. Mais j'aime bien les podcasts, moi en plus j'adore. Moi j'ai lancé des podcasts. J'ai lancé des podcasts sur ma chaîne parce que c'était le meilleur moyen d'inviter des gens hyper intéressants à parler avec moi, genre de récupérer toutes leurs compétences, d'en faire une vidéo pour que les gens regardent et créent du contenu. Genre je me suis dit, quand j'ai découvert le podcast, j'ai fait oh là là, le truc de malade. T'en as fait beaucoup aussi, toi. Ouais. Le solopreneur, celui-là, je le connais, il répondait à tous mes posts à l'époque. C'est ça? Celui-là, là. Oui, il m'a dit. Lui, je le connais pas. Après les deux là, je les connais vu qu'ils sont là. C'était pas dur. En vrai, t'avais fait des bonnes vidéos au début. Je me casse. Non, je me casse. C'est quoi ça? Non, je dis en stats. 1,4 vues pour la première vidéo. Moi, je peux te montrer ma première vidéo. Ok. Non, parce que moi, je reviens de loin. J'ai farmé, mais les plus anciennes, elle a 1,5 000 vues, mais l'ambiance... Donc, allez tous regarder les premières vidéos des gens. On est sur une bonne ambiance avec un Moi, j'entends montage. Mais t'as vu le fond, tu vois, c'est moins pro. J'ai une chemise, je suis pas centré à la caméra, tu vois, plein d'erreurs. Et tu sais que j'avais vu tes premières vidéos, moi, au tout début. J'ai dû Ah ouais voir ouais, genre, tu devais même pas avoir 1000 abonnés. J'avais déjà vu tes premières vidéos. Parce qu'à ce moment-là, je voulais aussi lancer une chaîne de dev. C'est vers le moment où j'ai commencé à être freelance et je gagnais 4 000 euros par mois, même pas encore 10 000. Et en fait, j'avais surcomplexifié le truc parce que j'avais pas de connaissances encore vraiment comment lancer une chaîne, fallait faire simple, blablabla. Et du coup, toi, t'as vraiment lancé depuis, t'as scale un truc. Et moi, j'avais fait n'importe quoi, j'avais voulu trop complexifier. Voulu faire trop bien, trop perfectionniste. Toi, t'as chip, moi, j'ai pas chip. T'as gagné. Voilà, petite morale pour les gens. T'as gagné, hein. Non, mais gagné dans le sens, t'as plus réussi financièrement. Voilà. T'as pas gagné, genre, on fait pas un concours de bits, mais Si. en tout cas, dans le monde matériel, t'as plus réussi pour l'instant parce que Dans la le stratégie. chiffre, j'ai 30 000 abonnés. Ouais, dans le monde matériel, quoi, de façon en général. J'ai 30 000 abonnés. Bah, mec, bravo. Je pourrais quand même dire un bravo plus long quand tu parles à quelqu'un qui a 30 000 abonnés. Enculé. Attends, tu sais avec qui tu parles, c'est le lynx, là. En plus, tu te fous de ma gueule comme ça depuis le début. Non, parce que ça fait rire. Vraiment, j'ai l'image de toi, parce que comme tu parles par message, t'as cette image, malgré toi, un peu hautain, parce que t'es vraiment dans le direct, que les infos. Et du coup, malgré toi, ça fait un peu, bah attends, je vais pas prendre plus de temps de t'envoyer un message, je suis le lynx, tu vois. Je suis le lynx. Qu'est-ce que les gens me disent de mes... Alors, il y a un gars, il a super mal pris il y a pas longtemps. Histoire marrante à raconter en podcast. Sur un groupe, il y a un gars, il envoie un message, il dit « Je suis une agence, je fais des fichiers Notion pour X, Y, Z, dont des password managers. » J'ai même pas compris. Genre, ça s'est déconnecté, mon cerveau. Ah, il y a un mec, il envoie un message sur un groupe, il dit « Voilà, je suis une agence, je vous fais un board Notion Ok. pour ce que vous voulez. Par exemple, blablabla, et des password managers sur Notion. » Et il y a des gens qui disent « Mais mec, t'es un psychopathe, genre des password managers sur Notion, c'est vraiment pas une bonne idée pour n'importe quelle entreprise, tu vois. Ouais. » Et moi, je réagis un emoji qui rigole sur son message. Et il me DM, il me dit « En quoi Notion est mauvais pour faire des password managers ?» Je dis « Mais mec, tu te fous de ma gueule de m'envoyer un message pour ça ?» Je lui dis « Mais genre, tu demandes à ChatGPT, il va t'expliquer en fond et en large en quoi Notion c'est la pire idée. » Je lui dis juste « Demande à ChatGPT. » Et du coup, là, il m'envoie un message d'insulte en mode « Ah ok, t'as un QI négatif. » Donc c'était la même chose. Et je pense que c'est mon manque émotionnel de me dire « Mais moi, ça c'est un truc qui me rend fou. Moi, toi, t'es... Moi, je sais pas si t'es comme ça. Mais je pense pas. » Ok, allons-y. T'es droit dans le mur. C'est des gens qui posent des questions que tu peux trouver facilement la réponse. Genre, si ta question, t'as pas passé minimum 20 minutes à chercher la réponse par toi-même, genre, pourquoi Notion c'est une mauvaise idée pour faire un password manager, genre, faut vraiment être un pélican pour pas savoir, pour pas réussir à chercher. Je suis en mode, tu me manques de respect à me poser cette question. Et quand un abonné me pose des questions tech bateau, je lui dis, je suis désolé, mais c'est comme si tu me dis, t'es ma grosse pute et réponds à ma question de merde. Et genre, c'est pas possible. Tu dois faire l'effort avant de demander à quelqu'un
toi-même de trouver la réponse. Alors moi, il y a deux moments dans lesquels je vais être d'accord avec toi. C'est le moment où tu éduques quelqu'un, où tu dis par exemple, moi c'est ma petite sœur, fais tes devoirs, etc. Si elle me pose une question qu'elle n'a pas fait la recherche, ça va m'énerver. Je vais dire, attends, c'est ton devoir de faire la recherche avant de me poser la question. Ou sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on échange par message, tu me poses pas une question alors que tu peux me demander la question à ChatGPT parce que ça me fait perdre du temps. Par contre, dans la vraie vie, si on est en face et qu'on est en train de discuter, là, à ce moment-là, je vais te poser la question et pour Un moi, mec c'est... qui me connaît pas sur WhatsApp, qui m'envoie un message WhatsApp à un mec qui n'a jamais parlé de sa vie pour faire ça quand Ah, même. mais là, c'est un connard, mais tu vois, enfin, il faut remettre dans le contexte. Et du coup, est-ce que je suis un connard dans les messages? C'est vrai que tu m'envoies des beaux messages. Hello mec, la grande forme. Je vais bientôt aller vivre à Bali pendant quelques temps. Comme tu as pas mal vécu, tu as des tips, ressources ou des choses importantes à me partager. Et moi, je t'ai dit, on se verra bientôt. On pourra en parler. Ça va? Ouais, non, mais après, moi, j'étais plus curieux de voir comment t'étais en vrai parce que je me doutais que t'étais pas comme par message. Et moi, ma logique, c'était en mode, bah, juste, il a plein de gens à qui il parle, du coup, il peut pas se permettre de dépenser plein de temps par message sur chaque personne. C'est comme moi, au tout début, sur les réseaux sociaux, tu sais, tu prends le temps de répondre à chaque commentaire avec beaucoup de détails, etc. Et plus tu grossis, plus t'es obligé de... C'est vrai que je suis un connard. Chargeur toujours en mouvement. T-O-J-J-O-U-R-S. En mouvement, Ah. le Y. Le Y. Je suis désolé. J'en ai enculé, j'avoue. Ok, c'est bon, j'ai envie. En plus, toi, t'écris toujours des messages avec des virgules, avec une majuscule et des... T'inventes? Et moi, je t'écris toujours avec Théo jour. Ouais, mais toi, tes messages, ils sont comme ça, de toute façon. Les messages, c'est toujours des... Ouais, non, mais tes messages, ils sont comme ça, je pense. Moi, j'écris comme ça, vraiment, pour le coup, avec tout le monde aussi, tu vois. Et puis moi, je peux pas... Ouais, mais c'est vrai que j'écris comme un putain de dégénéré. Parce que t'as raison. Mais c'est juste, je pense que t'essayes de Non, c'est faire un vite, quoi. effort à faire. C'est con parce que ça doit m'enlever des opportunités d'être un enculé. Donc, tu vois, faudrait que tu dises, Après, travaille mieux, fais les choses bien, Melvin, si tu réponds bien. non, j'essaie de comprendre plutôt. Je me dis peut-être aussi que, de ton point de vue, j'avais pas suffisamment de valeur pour que tu investisses plus de temps. Je suis pas à ce point-là dans le concours de bits. Il y a des gens qui me posent des questions sur LinkedIn, je leur réponds, même si je sais même pas qui c'est. Ok, donc ouais, c'était juste moi, en fait. Bon. Non, non. C'était sûrement que j'avais, Je trouve la vite l'excuse là, c'est gênant. Fais vite. j'adore, je suis fan de toi, Yanis. Mais, ouais, bon. C'est que j'ai abusé. C'était une erreur et c'est quelque chose de mal. Et donc, tu devrais pas dire, t'es comme ça, parce que là, t'es en train de m'identifier à ces messages. Je suis pas comme ça. Je suis comme ça parce que j'ai fait une erreur. C'est pas poli d'être comme ça. C'est pas respectueux envers toi. Un manque de respect. Justement, j'ai pas trouvé que c'était un manque de respect. C'est un peu un manque de respect. Toi, tu m'envoies un message avec un bonjour, un machin, avec une forme, et moi, je te réponds blablabla avec 5 fautes d'orthographe, comme si j'avais tapé sur mon clavier comme un putain de dégénéré comme ça, avec blablabla. Alors, je trouve que c'est pas un manque de respect parce qu'on n'avait pas de relation. On n'était pas amis, on n'était pas potes, Ok, t'avais ok. pas à me, tu vois, on est sur les réseaux. Moi aussi, il y a des gens à qui je réponds en 2 secondes. Si on crée une vraie relation, tu vois, qu'on est amis et que tu me parles comme ça, peut-être que, mais même pas en vrai. Moi, je suis en mode vraiment, c'était pas, tu vois, les trucs normaux, la politesse et tout, bah, je suis un peu autiste, donc je m'en fous un peu, tu vois. Ok, ouais, c'est vrai. C'est intéressant. C'est très intense de parler avec toi. Je sais pas si des gens vont nous suivre. Je pense que C'est vrai que ça va partir dans tous les sens. sur les messages et tout, mais en tout cas, contenu et tout. Tu travailles aussi avec Johan pour le Ouais. coaching, donc Ouais. ça c'est cool. Parce que ça, c'est un truc que j'adore faire aussi. C'est partager mes connaissances. Bah, je pense que tu l'as vu, j'aime bien, tu vois, discuter de sujets, etc. Et bah, c'est trop bien de pouvoir aider les gens et de générer du revenu. Je préfère largement ça d'ailleurs à développer, par exemple. Pourquoi tu voudrais pas faire un coaching à étiquette à la Johan? Réfléchi, mais Nouveau projet, comme je suis lancé dans mon truc et que ça High va Value marcher, Man Heroes. comme je suis lancé dans mon truc et que ça va marcher et que j'ai pas en plus envie de marcher sur les plates-bandes qu'on se marche sur, Mais non, pas forcément sur le freelance, tu peux faire Ah. d'autres choses. Bah pourquoi pas coaching dans ce cas-là sur lancer un business SaaS comme on en parlait, tu vois, avec des appels, etc. de suivi. Parce que c'est pas qu'un modèle business SaaS. D'ailleurs, dans la formation, je parle aussi de comment créer son écosystème, qui est moi personnellement ce qui m'a permis de gagner. Et toi aussi, en vrai, tu as un écosystème et ça marche très bien. Peut-être qu'il faut que je définisse ce que c'est écosystème. Grosso modo, c'est plusieurs canaux d'acquisition, plusieurs produits. Donc un canal d'acquisition, c'est par là que tu vas acquérir du trafic, donc de la visibilité sur tes offres. Les produits, c'est ce que tu vas vendre. Ok, ça peut être des formations, ça peut être des SaaS, ça peut être un boilerplate, peu importe. Et tout ça, tout cet écosystème, il vise un seul et même persona, ce qui permet que tout soit interconnecté, le principe d'écosystème, et que quelqu'un qui te découvre sur X, il va peut-être aller voir ton YouTube, quelqu'un qui voit ton YouTube, il va peut-être aller voir ton boilerplate, et quelqu'un qui va acheter ton boilerplate, il va peut-être aller acheter ta formation Next AI. Putain, t'as raison. Voilà, t'as raison. Après, moi, tu les bundle IFI, tu les upsell par-ci par-là, et ça t'augmente ton panier moyen, c'est ça?
C'est ça. Putain, ça me fait penser à un truc quand j'ai dû faire récemment les traductions de toute une vidéo parce que je vais faire comme sans permission, tu sais, mettre les définitions quand on parle. Et quand on parle, mec, on est des gros fils de pute parce que des fois, on sort des 15 mots anglais à la seconde. C'est un truc de fou. J'ai vu ton fichier Notion, j'ai Ok, regardé. ouais. Ah ouais. Bon, en vrai, les gens, normalement, plus c'est avec des gens avec qui on part en couille, ils préfèrent les podcasts. C'est mieux, Ouais, c'est plus marrant. ouais, parce que c'est plus rare peut-être. Ouais, c'est plus rare. Ça permet de pas... Parce que, bon, ma vie, tout le monde s'en fout. Ta vie aussi. Tout le monde Ouais, s'en j'avoue. fout de nos vies. Je veux juste être diverti. Est-ce que vous êtes diverti? Lâchez un like si vous êtes diverti. Lâchez un commentaire, lâchez poulet. Lâchez poulet. Putain, mais... Bon, au niveau business, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour? T'as d'autres choses à dire? Non, franchement, c'était intéressant. On a parlé 10 minutes de ça, mais un bon gros tour. Non, Non, mais je pense que comme on parle vite et on s'exprime bien, on a pu délivrer pas mal de valeur en un petit court instant. Moi, j'ai noté dev perso. C'est quoi tes techniques de productivité? Parce que là, on a un gros sujet devant nous. Alors bon, moi là, je vous invite à aller voir mes vidéos sur ma chaîne secondaire Aider notre génération, où j'en parle plus dans le détail. Et pour moi, allez, je vais faire point par point. Le truc principal, c'est la dopamine. Il faut ce que j'appelle avoir un dopamine mindset. Un dopamine mindset, c'est quoi? C'est tout calculer et tout voir en dopamine. Ok, aujourd'hui, je vais aller jouer un jeu vidéo. Ça va faire exploser ma dopamine, ce qui va faire que les prochaines activités que je vais faire par la suite, comme elles me génèrent beaucoup moins de dopamine, je vais être beaucoup moins motivé à les faire. Ce qui fait que quand je veux travailler, ma semaine, il n'y a aucun plaisir. Tu peux en penser ce que tu veux, il n'y a pas de plaisir. Je me lève, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas les jeux vidéo, il n'y a pas WhatsApp, c'est bloqué. Il n'y a pas de plaisir, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de message avec ma copine ou quoi que ce soit. Et ce qui me permet que le travail est ma source de dopamine principale. Donc la dopamine qui est l'hormone du plaisir et de la motivation. Donc quand je vais travailler, en fait, ça me génère un pic de dopamine comme si j'allais sur TikTok ou comme si j'allais sur Instagram. Bon, ça va, je te dérange pas? Mec, tu parles à la caméra? Mais non, mais là, t'appelles ça de la politesse. Tu me branches le téléphone. Non, parce il commence à être tard, là, Ah, ok, en ok. Asie. Il est 11h36. Et il reste combien de temps? Non, il reste, mais c'est juste que je dis bonne nuit à la personne va dormir. Et vu qu'il est 11h36, bientôt, Bon, ça t'es sert excusé. à rien d'envoyer des messages. Mais non, j'ai suivi Dopamine Mindset. Ok. Regarde, Dopamine. je fais des schémas carrément sur Putain, ce que tu dis. C'est Et vrai. le mec me dit C'est que ça. t'écoutes pas. Donc, Non, c'est ça. si tu me penses être un mâle standard, alors que je suis un mâle supérieur, Ouais. en même temps que j'écrivais le message, Ouais. j'étais en train de dessiner. Et en même temps, je t'écoutais. Donc, j'étais en triple action. T'es un des seuls hommes qui est capable de faire plusieurs choses à la fois. C'est parce que ton cerveau, il fait tic, 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 tic rapidement entre les trois tâches. Non, moi j'ai 3 cerveaux. Donc, Bref. dopamine mindset, si tu arrives à faire en sorte de réduire ta dopamine toute la journée, ton travail, c'est le seul truc qui t'apporte un peu de dopamine dans la journée, donc tu bosses comme un fou furieux. C'est ça. Il faut imaginer, bah, tu l'as très bien fait, une baseline, une courbe Voilà. plate. Et si ta courbe plate, tu donnes plein de sources de dopamine, en fait, la moyenne va augmenter. Ce qui fait que le travail, relativement à la moyenne, il va être beaucoup plus bas et ça va te demander beaucoup plus d'efforts et tu vas être beaucoup moins motivé à travailler. Si ta moyenne, elle est hyper basse et que finalement, le travail est au-dessus, bah, tu vas être beaucoup plus motivé facilement et tu vas être motivé tout le temps. Moi, quand je m'ennuie, il y a rien à faire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Je me pose 5 minutes, tu vois, bah, j'ai rien à faire. Allez, on va travailler, on lance un nouveau boilerplate, Node.js V4, tu vois, et on est parti. Donc ça, c'est le premier truc. Dopamine mindset, vraiment, vraiment important. Si t'as TikTok, si t'as Instagram, bah, tu dégages tout ça. Deuxième chose, c'est faut que t'arrêtes de te masturber. Si t'es un homme, en tout cas. Après, une fille, ça veut rien dire. Mais si t'es un homme, il faut que t'arrêtes de te masturber parce que quand tu te masturbes, tu vides une énergie créatrice. Alors, c'est un terme un petit peu spirituel, mais grosso modo, dans tes couilles, il y a des spermatozoïdes et les spermatozoïdes, dedans, il y a quoi? Il y a des vitamines, il y a du magnésium, il y a plein de choses parce qu'en fait, ça va créer la vie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de ressources dans tes couilles que c'est hyper épuisant pour ton corps de devoir recréer ça. Et si tu te vides tous les jours, bah mec, tous les jours, tu dois recréer la vie, ce qui fait que tu auras beaucoup moins d'énergie pour l'implémenter dans ton travail. À tel point que quand tu te masturbes et quand tu éjacules, ça relâche de la prolactine dans ton cerveau, qui est littéralement l'hormone qui va faire que tu vas être comme ça dans un film. Tu vas kiffer le film. Je peux donner un exemple très parlant. Moi, quand je suis à une semaine où je me suis pas masturbé, j'ai envie de bosser, j'ai envie d'aller à la muscu, genre j'ai une énergie, une flamme intérieure qui brûle où j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de passer à l'action. Je suis insatisfait. Par contre, si je me suis masturbé, je me mets un petit Harry Potter et je suis en train de kiffer. Par contre, si je me suis pas, si je me suis pas masturbé depuis une semaine, tu me mets Harry Potter, mec, je peux pas rester 10 minutes en place, tu vois, c'est impossible. Donc ça, c'est la deuxième chose. Après, attention, les conseils que je donne, ça vient de mon expérience. C'est-à-dire que c'est pas une vérité absolue, ça s'applique pas à tout le monde. C'est vraiment ce qui a marché pour moi et je pense que c'est à chacun d'expérimenter, de trouver ce qui va marcher pour soi. Moi, je donne juste des pistes que je t'invite à explorer pour trouver
quelle va être ta routine, etc., etc. Ok, donc le dopamine mindset, le fait de pas se masturber, et c'est vachement en lien avec la dopamine, parce que quand tu te masturbes, tu fais exploser de la dopamine, donc finalement les deux sont vraiment intrinsèquement liés. Et après, c'est avoir un why fort. Le why, c'est un concept de développement personnel. Grosso modo, une raison de faire ce que tu fais. Si aujourd'hui, tu fais de l'argent parce que tu as envie de faire de l'argent, mais t'as pas vraiment de raison derrière, ou quand il va y avoir des efforts qui vont être demandés, tu vas arrêter. Je te donne un exemple concret. Il y a David Goggins, qui est un mec hyper connu aux US, parce qu'il a fait le record des tractions, il a fait les Navy Seals, qui sont genre les forces armées aux US où l'entraînement c'est le plus dur au monde. Et le gars, pendant des semaines, des mois d'affilée, il mange pas, on le laisse pas dormir, on l'insulte tous les jours parce qu'il fait un entraînement justement pour faire partie de ses forces. Et un matin, on le réveille encore une fois de plus, tu vois, pendant un mois, après un mois, à 3 heures du matin, on l'insulte, on lui dit allez, on va dans l'eau, on va à la plage à 3 heures du matin, l'eau est à 0 degré, on les met dans l'eau et on les insulte continuellement. Et à ce moment-là, à ton avis, est-ce que ton cerveau, il va pas t'envoyer plein de pensées en mode putain, pourquoi tu fais ça? Arrête, mec, de te faire souffrir, etc., etc. Et t'envoies vraiment plein de pensées. Arrête, tu te fais souffrir, blablabla. Et ton why, c'est la réponse à toutes ces pensées. C'est en mode oui, je me fais souffrir pour X. Je te donne un exemple concret. Si aujourd'hui tu travailles parce que tu as envie d'avoir de l'argent, parce que c'est stylé, ça te demande trop d'efforts, tu vas arrêter. Par contre, si ta mère meurt demain, imaginons la personne que tu aimes le plus, ça va mourir demain si tu fais pas ce que tu fais. Ton why, il va être hyper fort. Tu vas avoir plein de pensées de souffrance qui vont arriver dans ta tête. Tu vas dire hop, 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 mec, je sais pas si tu te rends compte, ça va être bien pire si on n'accomplit pas ce qu'on doit faire. Donc il faut que tu trouves un why hyper fort. Le why, c'est ce qui va venir répondre à tes pensées, en fait, aux objections qui vont être générées dans ton cerveau par rapport à la souffrance. Tu vas avoir la souffrance parce que pour accomplir de grandes choses, il faut souffrir. Tu vas avoir des objections qui vont être générées par ton cerveau en mode non, on veut pas faire ça pour X. Le why, c'est ce qui va venir répondre à ces objections. Et donc moi, quand j'étais le plus motivé, c'est quand j'avais un why fort parce que j'avais des problèmes avec ma famille, etc. Et ma volonté profonde, c'est ok, je vais gagner suffisamment d'argent pour mettre bien toute ma famille et on n'en parle plus, c'est plié quoi. Donc voilà, je t'invite à trouver un why fort et je pense que là, on est déjà pas mal avec ces trois petits trucs. Déjà, tu te régales. Tu te régales pendant ce temps. Dessiner, ça permet d'être plus focus. C'était en appel avec quelqu'un, tu auras tendance à marcher. Ouais, Ou à écrire quelque chose, ou à faire quelque chose en ouais, même moi, temps. toucher ou. Parce que si tu fais qu'un seul, si t'es que en train d'écouter quelqu'un, en fait, t'es moins. C'est une vidéo de, je sais pas qui dit ça, mais le fait de, c'est pour ça que j'ai toujours l'iPad et quand je fais des podcasts, j'ai toujours un stylo avec un crayon, j'écris plein de choses. En fait, c'est juste pour me concentrer sur le truc et pas pouvoir, et je suis moins dans mes pensées. En fait, t'évites de partir dans tes pensées, t'es plus en train d'écouter la personne, sans avoir de pensées qui viennent t'interrompre en étant focus sur ce que la personne dit, et en même temps sur ton dessin, mais ton dessin, ça te fait pas penser, tu fais autre chose. Ouais. Donc t'es en train de faire de la force motrice, en pensant à ce que la personne te dit. Sinon, j'ai envie de penser à autre chose et penser à toi en même temps. Mais avoir le why, c'est intéressant. Et c'est vrai que moi, j'ai pas découvert mon why. Donc, t'as pas de why, toi? Je sais pas un why de me dire j'ai envie de mettre ma maman à l'abri ou de trucs comme ça, tu vois. Sans parler de ça, le classique de l'entrepreneur, c'est je veux être libre. Je veux être capable de faire ce que je veux. Et toi, t'as un why que tu m'as exprimé, c'était hier, par rapport à ta nouvelle relation. Je sais pas si t'as envie d'en parler ou pas. Je dis tout dans mes contenus. Dis-le, mec. Je sais plus, mais je sais pas ce que je t'ai dit. Grosso Non, modo. je t'ai dit de spend, mais de spend, c'est pas son why. C'est juste le fait de spend de l'argent pour ta vie et pour la vie que tu partages avec quelqu'un. Si t'es le provider en tant qu'homme, eh ben, t'as envie de faire plus d'argent potentiellement parce que tu dépenses plus. Et je me dis que si t'es un gars qui gagne 20 000 euros par mois et que t'en dépenses 2 000, c'est-à-dire que tu fais la dépense de 10% de ce que tu gagnes. C'est pas représentatif de ce que tu gagnes, vraiment. Non, c'est plus ou moins. Si tu gagnes 20 000 euros par mois et que t'en dépenses que 10, donc 2 000, t'as 18 000 euros où tu te dis, mais à quoi il me sert cet argent? Ouais. Ok, je peux l'investir dans le S&P 500 et ça va être super, etc. Mais déjà, tu vas pas tout investir, tu vas sûrement investir une partie. Et c'est hyper intéressant du coup, parce que tu te mets en mode survie. Tu mets intrinsèquement le why le plus puissant qui est la survie. En fait, le why, souvent, il est lié avec trois choses. Soit la tribu, la reconnaissance de sa tribu. C'est un truc par rapport au fait qu'on est une espèce, donc on est l'homo sapiens, qui est un être humain qui n'a pas évolué, c'est-à-dire qu'on est le même qu'il y a 100 000 ans, notre cerveau, notre génétique n'a pas évolué. Et grosso modo, le why, il va être hyper puissant sur trois axes principaux. C'est dans trois axes principaux qu'on peut aller le chercher. Un, c'est la tribu, donc la reconnaissance, le fait d'avoir du statut. Deux, c'est la survie de l'espèce. Et deux, c'est la reproduction. Et trois, c'est la survie. Parce que la reproduction, c'est la survie de l'espèce. Le fait de se reproduire, en fait, égale survie de l'espèce. Et donc, en fait, quand tu te dépenses tout, tu te mets en mode survie. C'est-à-dire que ton corps, il faut qu'il génère de l'argent pour survivre à nouveau. Et du coup, tu génères un why artificiel. Si sur ton compte, t'as, disons, quelqu'un me disait hier 100 000 euros,
Genre là que tu peux dépenser maintenant. Tu peux Ouais. faire un virement tout de suite de 100 000. J'aimerais bien. En fait, tu es dans une sécurité super élevée. Et du coup, tu perds ton why de te dire pourquoi je fais plus de cash alors que je dépense 2 000 euros par mois. 2 000 euros par mois, c'est-à-dire que je peux vivre 50 mois de ma vie en arrêtant de bosser et en faisant rien. Et donc, si tu commences à dépenser 10K par mois, tu vas te dire, what the fuck? Faut en tout cas que je gagne 40K pour minimum être à la baseline de dire je gagne assez d'argent pour survivre, tu vois. Le défaut de ça, je vais prendre une citation de Vald, mais grosso modo, il dit qu'on est en fait esclave de nos besoins. C'est-à-dire que là, actuellement, bah, tu arrêtes de travailler, tu peux pas payer l'eau, tu peux pas payer ta maison, etc. Et on est esclave de besoins qui n'existent pas de base. Tu n'as pas besoin d'avoir une maison pour vivre de base, tu vois. Et en fait, en te créant des besoins hyper demandants en ressources comme ça, tu crées une dépendance à un truc qui n'est pas nécessaire et qui va te rendre malheureux in fine parce que ta baseline est hyper haute. Si tu perds ça, tu deviendras malheureux, ça te Ah rendra oui, pas je suis plus heureux. d'accord, je suis d'accord. Donc en fait, ça crée un autre. Déjà, et c'est pour ça que moi je suis pas du tout dépensier, c'est-à-dire que moi je dépense à peu près 10% de ce que je gagne, 10-20%, et je suis jamais allé en business, alors que je pourrais aller en business, je suis allé, etc. Parce que j'ai pas envie d'augmenter cette baseline de vie Ouais. et de devoir faire une rechute à me dire j'étais là à vivre comme un roi et maintenant je vis là. C'est pour ça que je vais pas non plus prendre une villa. Je prends une villa qui est des prix normaux, tu vois, 1500, 2000 euros par mois. Des prix normal, hein. Eh ben. Non, mais je vais pas prendre un truc Le cochon. à 10 000 balles par mois en mode c'est bon, je all in. Mais on se rend même plus compte, mais pour les gens, 1000 balles par mois, c'est déjà beaucoup. Hein. Parce qu'en France, c'est beaucoup, mais à Bali, c'est pas beaucoup pour avoir une villa Oui. avec 2 chambres, avec une piscine, avec un salon, avec Ouais. la femme de ménage, tout le service qui vient avec d'une villa. En l'occurrence, je me fais scam parce que je vais payer un truc où il n'y a pas de femme de ménage, il faut repayer la femme de ménage derrière, mais le prix était intéressant. Donc, dans la vie, on trouve un truc qui est... Et intéressant, tu vois, les grosses richesses ou les gens qui réussissent vraiment, au début, ils pètent un plomb un peu, ou il y en a qui pètent même pas de plomb, mais ils vont acheter plein de choses et en fait, ils vont se rendre compte que ça les rend malheureux. Et les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, il y a The Valère sur YouTube, c'est que des gens qui retournent vers la simplicité. Oui, c'est vrai. Non, la simplicité, The Valère, il doit vivre dans un appart à 6 000 balles, 10 000 balles par mois. Après, je le connais pas personnellement, mais en tout cas, ils vantent Oui. avant la simplicité. Ouais, mais parce que, mais moi, et ça, c'est un truc, une autre réflexion, c'est, putain, je me dis, s'il y avait que des hommes, Putain, on part tellement loin, les pauvres. s'il y avait que des hommes sur Terre, et ben, il y aurait aucun produit de merde. Ouf, la bombe. Merde. C'est un attentat, là, que tu fais en direct. Non, parce que les meufs, elles aiment bien acheter plein de conneries. Tu vois, moi, j'étais avec ma meuf à Bali, elle avait des putains de crocs. Alors, déjà, je lui dis, pour acheter des crocs, faut être vachement, Tu l'as quitté, depuis. C'était un running gag. Mais elle a des crocs. Et beaucoup de gens kiffent les crocs. Alors moi, j'ai pas compris. Je dis, tu dois avoir la classe. Pour avoir la classe, c'est impossible d'avoir des crocs. Oui. Et elle dit, j'aimerais bien acheter des conneries de stickers sur les crocs. Ah. Petits stickers. Wow. Et du coup, on va au magasin. Ça me fait penser à un groupe que t'aimes bien. Il y a droite et il y a, ouais, je sais plus. Non, elle vient, elle me dit, je vais acheter des stickers. Et donc moi, c'était un running gag. Je foutais de sa gueule constamment sur ces putains de crocs. Donc, c'était drôle. Et du coup, et elle va acheter des stickers, et moi, je lui paye un sticker, elle se paye un sticker, tu vois. Et je me dis, mais putain, qui achète ces putains de stickers de merde? Il y a que des femmes pour acheter ça. Ouais, moi, je comprends la généralité. Non, mais je veux dire, les femmes, c'est des consommatrices. Et nous, un mec qui gagne beaucoup d'argent, il paye rien. Ok, il va s'acheter des trucs super chers, genre des montres, des habits, mais il s'achète pas des stickers pour des crocs, tu vois. Il s'achète pas des petits bracelets. Les bracelets, il y a pas beaucoup d'hommes qui ont 25 bracelets. Alors, les bracelets, c'est très particulier. C'est parce que leur femme, leur valeur est vachement définie par leur physique. Donc, elles font tout pour augmenter la valeur. On s'en bat un peu plus les couilles. Mais il y a les hommes aussi qui font des achats qui n'ont aucun Le sens. niveau de cancel du podcast, tous mes haters Bah, en fait, tu t'es permis, du coup, moi, je suis parti aussi, quoi. à dire que je dis des généralités, c'est pas une vérité absolue, c'est juste une remarque que je me rends compte que quand je vais en vacances au Maroc avec ma mère, ma tante et mon tonton, les seules personnes qui ont acheté des trucs au marché, c'est des femmes. Moi et mon tonton, on n'a rien, il y a même pas un truc. Nous, il y a un mec qui vient me regarder t'es allé dans le souk, non, t'es pas allé. On t'iras sûrement avec l'équipe. Ouais. Moi, il y a un mec qui vient me vendre un truc, je lui lâche un regard, il se retourne et part. Il sait que il n'aura rien de moi. Je suis vraiment comme ça, en mode stoïque, pas de sourire, rien, sauf si j'ai envie de m'amuser, mais je suis en mode, une femme, elle arrive, elle en va trop bien, mais c'est génial, oui, fais-moi un tatouage, c'est super. Ouais. Tu vois, enfin, c'est, Ouais, bon, après, la masse critique est pas atteinte, là. T'as 5 personnes sur qui t'as fait l'expérience.
T'as pas atteint suffisamment de données pour dire, ok, c'est représentatif. Tu le remarques, les femmes achètent plein de trucs. Mais moi, je suis d'accord avec. Après, il y a des mecs qui achètent plein de trucs aussi. Je suis d'accord avec la généralité, mais pour le coup, il y a aussi des gars qui vont acheter des cigares, par exemple, ou des trucs qui n'ont pas trop de sens, ou qui vont essayer de consommer sans trop de raison. Et d'ailleurs, le problème vient pas tant du sexe, je pense, c'est pas la métrique qui a le plus d'importance dans le calcul, mais c'est plus la société dans laquelle on vit. Mais bon, là, on va aller très très loin. Mais bah, si on parle là-dessus. C'était la productivité, donc J'espère que vous avez appris des trucs. j'espère que vous êtes bien plus productif maintenant. Le concept, c'est que si t'as une femme, elle va acheter de la merde. Et toi, tu vas lui payer ces merdes-là, parce que t'es une pute. De ce fait, tu vas devoir faire plus d'argent pour acheter des conneries. Okay. Mais parce que toi, en tant qu'homme, t'achètes pas de conneries. Donc si t'as une meuf qui est masculine et qui achète pas de conneries, comme j'ai pu avoir, et bah, t'as pas envie d'acheter de conneries. Vous êtes tous les deux ennuyeux. Enfin, moi, je suis le typique d'un mec ennuyeux. Oui. J'arrive dans un magasin. Enfin, oui, pas parce que t'es... Ouais. J'arrive dans un magasin, j'achète rien. Tu me mets sur le Burj Khalifa, je vais voir la vue, je vais faire waouh, sympa. On peut descendre. Ouais. Il y a aucun. Mais alors, il y avait une phrase, il y a un gars qui a dit ça, c'est en gros la meuf elle vient pour amener un peu de joie, de couleur dans la vie, et nous on est là, on est juste en mode stoïque, on provide et on s'en bat les couilles. Moi, et j'ai dit, être avec une meuf qui a ce côté féminin, qui kiffe, qui achète des trucs, ça me donne du bonheur, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'y ai pensé quand tu l'as dit en fait, c'est ça. Et quand elle, moi, il faudra que je vais te montrer la vidéo après. On arrive devant cette plage magnifique et tout. Elle est choquée, elle fait une tête de fou furieux. Et elle me regarde, elle dit, mais toi, t'as rien. Mais j'étais heureux parce qu'elle était heureuse. Mais j'étais pas en mode, oh! Non, mais c'est quoi? C'est une plage, il y a des vagues, il y a du sable, comme toutes les fucking plages que j'ai jamais vues dans ma vie. Mais celle-ci est vraiment incroyable. Après, je pense que c'est aussi parce que toi, t'es désensibilisé, tu l'as tellement vu, la plage, t'as dû le faire plusieurs fois avant, et elle, c'est Oui, bah, c'est vrai que les plages, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, les plages, c'est incroyable parce qu'ils n'en ont jamais vu. Moi, je vis à la plage. Franchement, je plains toutes les personnes qui sont à la plage toute l'année, qui voient la mer devant eux. Non, c'est dur parce qu'après, t'arrives plus à prendre plaisir. Ça va aller? Non. Tu vas tenir le coup ou pas? Il n'y a pas de plage à Marrakech en plus, tu vois. Oui, alors là, on est dans un sacré désert. On n'est pas dans un désert, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Sur ce, on va passer sur les débats. Et on va finir parce qu'il reste que quelques minutes. Donc, au moins, on va faire un vrai débat qui va vite. Alors, les débats, c'est juste des phrases et tu donnes une réponse en 2-3 phrases et on passe à la suivante. Comme ça, on va vite. Les freelances sont les rois de l'IA. Ils peuvent ship des projets bien plus vite et poussés. Bah oui, d'accord. Ah, tu dois argumenter. Ah d'accord. Bah oui, d'accord, parce que ils sont moins bloqués par comment on appelle ça? La technocratie, je crois que c'est ça le mot. Mais en grosso modo, ils sont pas obligés de demander l'avis à tout le monde, blablabla. Ils peuvent tester rapidement en fait et itérer rapidement. Là où c'est plus dur pour une boîte. Ok, deuxième phrase. Les boilerplates, c'est du scam. On peut tout trouver gratuitement sur Internet. Les boilerplates, c'est du scam, oui, s'il n'y a pas la plus-value en fait apportée. Pour moi, la vraie valeur, c'est la formation ou les avantages supplémentaires. Next.js, c'est de la merde car Vercel est un scam de AWS. Vercel, c'est une surcouche d'AWS, mais pour avoir utilisé beaucoup AWS avant Vercel, en fait, il n'y a pas de scam. Tu payes plus cher pour que le service soit plus simple à utiliser, quoi. La création de contenu est le hack du 21e siècle. Oui. J'ai pas envie de développer. Je sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase. Normalement, c'est des trucs contre-intuitifs. Attends, on va faire la phrase que j'ai tout le temps. L'IA va remplacer les développeurs. Bah oui, à très long terme, non à très court. Les AI girlfriends seront nos nouvelles femmes. J'espère pas, ça serait très triste. Moi, je suis un grand romantique et j'aime bien cette idée de pouvoir aimer quelqu'un pleinement. L'amour n'existe pas. Qu'est-ce que l'amour? Une femme qui rit à moitié dans son lit. Ah oui, le fait de rire, je pense, c'est le trait le plus attrayant chez un homme. Un homme narcissique est plus attirant qu'un homme qui l'est pas. Ah oui, la Dark Triad. Il y a 3 traits vraiment principaux. Je crois que c'est le narcissisme, et le truc où t'aimes bien faire mal. Je sais plus, mais la Dark Triad, allez regarder. Ok, c'est très intéressant. C'était tout pour ce podcast avec Yanis. Vous pouvez retrouver sur son YouTube Yanis Aceman si vous voulez des vidéos sur les SaaS et j'aide votre génération. Ouais, aider notre génération. Et Aider puis notre sur génération, OnlyFans, je fais quelques petites photos. Twitter, c'est Yanis Aceman. C'est ça, S-Man. Et LinkedIn, c'est Yanis Aceman. C'est ça. Vous pouvez, dans le lien, dans la description, je mettrai aussi le lien évidemment de SaaS Heroes, de Best Boilerplate Ever. Non. Oh, si, j'ai eu un petit lien à 100 € là, quelques jours. Ah, ok. Best Boilerplate Ever. Et aussi, je vous mettrai le Incomparable Kit, qui est aussi en ligne. Je regardais le site juste avant. C'était vraiment un plaisir, Yanis. C'était vraiment un super gars. Ça m'a fait plaisir cool. De te rencontrer. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous n'êtes pas d'accord sur des trucs. Tout est à prendre
Chacun a notre vision de la vie, on partage juste une vision. Aimez-vous et aimez les visions des autres. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.